Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Qui maîtrise les récits façonne l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui explore comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent les dynamiques de pouvoir. Je suis Fadila Brahimi. J'accompagne dirigeants et organisations à affirmer leur influence et à construire un leadership adapté aux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous décryptons les transformations du pouvoir à l'heure des IA, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leur vision en live. Et vous, où vous situez-vous dans ce monde en mutation ? Allez, abonnez-vous et rejoignez le débat. Nous sommes le 3 avril 2025 et ce matin, bien, Trump nous a annoncé quand même de bonnes nouvelles avec les nouvelles taxes douanières. Une bombe, puisque qui risque de faire augmenter plus de 30% notre tech, celle que nous consommons, puisque nous sommes de grands consommateurs de la tech américaine, n'est-ce pas ? Et pendant ce temps, l'Europe regarde son dernier rapport. Oh, ok, je suis un petit peu cynique. Non, mais la réalité, c'est que sans géant numérique, on est des spectateurs, pas des décideurs. Et la vraie question, c'est comment on peut passer de l'indignation à l'action. Déjà, comprendre l'état de l'art, c'est un petit peu l'objet de ce live. Parce qu'in fine, nous avons quand même tout pour réussir à la base. On a parmi les meilleurs ingénieurs du monde, on a des mathématiciens performants, des entreprises, on va parler de Mistral, parce que vous avez entendu certainement parler récemment au niveau de l'IA qui lève des centaines de millions d'euros en un rien de temps. Mais on a également des échecs retentissants. On peut parler de Dailymotion, qui a quand même précédé YouTube, de Deezer, qui a aussi précédé Spotify. On peut parler de Quant aussi, qui est le moteur de recherche, on pensait aussi le moteur de recherche français. Bon, alors je ne vais pas vous sortir en fait tous les chiffres, on pourra en revenir dessus, mais finalement on se retrouve avec un paradoxe qui est quand même assez cruel. On a tout pour réussir, mais on n'a toujours pas de géant numérique, et donc est-ce que c'est lié à une culture, est-ce que c'est un problème de financement, est-ce que c'est les deux? On va pouvoir en parler avec nos invités, ou tout au moins déjà Quentin Adam. Bonsoir Quentin. Bonsoir Fadila. Je tiens à m'excuser, je tiens à présenter toutes mes excuses à l'ensemble des auditeurs pour mon retard, qui n'est jamais que le reflet du retard d'un autre champion national de la mobilité ferroviaire. C'est une bonne introduction. Quentin, il est CEO de Clever Cloud. Si vous ne connaissez pas Quentin, alors qu'il est déjà venu dans mes spaces, ce n'est pas pour rien que je l'invite sur un sujet comme ça, un petit peu tabou. Alors, qui est un peu sur toutes les lèvres, mais dont on ne veut pas trop parler, ou un sujet qui fâche un petit peu, quoi. Certains s'énervent, parce que Quentin, c'est quelqu'un qui parle assez cash, et vous allez donc pouvoir aussi dialoguer avec lui, parce qu'en plus, il adore cet exercice-là. Et Quentin, donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai participé à plusieurs spaces où, à chaque fois, on me posait la même question. Et pourquoi on n'a pas notre Google ? Et pourquoi on n'a pas notre Facebook ? Et pourquoi on n'a pas notre X, etc. Donc voilà pourquoi j'avais envie de faire ce sujet, et j'espère qu'il vous passionnera. Je vous ai mis épinglé 2 sondages. Il y en a un, c'est quel secteur peut donner un GAFAM français ? Donc comment peut-on y arriver ? Puis un autre sondage qui est alors c'est est-ce qu'on peut y arriver, et l'autre c'est quel secteur ? On reviendra sur le résultat des sondages si vous voulez bien y participer, ça nous permettra aussi un petit peu de dialoguer. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat justement. Quentin, est-ce que toi ce matin, quand tu as entendu justement cette annonce, puisque je rebondis un peu sur cette actualité évidemment, est-ce que tu t'es dit que c'était peut-être le moment opportun pour se bouger en France, pour avoir, je dis bien en France, mais aussi en Europe, on reparlera pourquoi on fait le lien aussi avec l'Europe. Est-ce que ça pourrait être un déclic ? Tu vois, je pose une question d'emblée. Moi, c'est quand même clairement comme ça que je le vis. En fait, beaucoup de gens disent les États-Unis ont changé leur stratégie,
ils ont changé, et cetera. Non, pour moi, les États-Unis, ont toujours été impérialistes, ont toujours eu cette façon, assez discutable de nous traiter en tant que partenaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, Trump, c'est juste un énorme bourrin. Et donc, il le fait d'une façon, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, agressive. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, en fait, est presque bénéfique pour nous. Parce qu'en fait, le sujet, c'est que voilà, ce que fait Trump aujourd'hui, c'est de nous mettre le nez devant notre incapacité à être indépendant, leur capacité, en tant que puissance, à imposer leurs lois, leurs règles, leurs tarifs. Et puis, et puis du coup, là, on se retrouve face au problème. Et je pense qu'en fait, c'est assez sain qu'on se retrouve face au problème, parce que là, on est face au truc et il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour moi, c'est pas un changement de politique des États-Unis, c'est un changement de style. Voilà. Et est-ce que ça peut être le déclic? Bah, j'espère que ça va être le déclic. Si on va dire que si ça, c'est pas le déclic, je sais plus trop ce qui peut décliquer, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, parce que concrètement, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont du numérique et d'autres pas. Et d'ailleurs, j'ai cru voir un CEO aussi de la tech, s'il souhaite aussi intervenir en presse avec grand plaisir. Et pas que, tout le monde peut également venir débattre avec nous. Hein. Mais concrètement, c'est que on va le ressentir dans tout simplement la tarification. Et comme on est très gros consommateur, que ce soit dans le cloud, que ce soit dans les médias sociaux, pour certains, ils ont d'ailleurs un profil qui est certifié, consommateur aussi des produits de divertissement, je pense à Netflix, des choses comme ça va forcément impacter aussi bien le consommateur à titre individuel, évidemment, dans sa vie personnelle, mais ça va aussi impacter aussi les entreprises, toutes celles qui d'ailleurs dépendent beaucoup, en fait, notamment des GAFAM. Ouais, après, c'est assez paradoxal. C'est pas tant la décision de Trump qui va faire augmenter, les prix que la décision qu'on est obligé de prendre en retour sur nous, les imports, de les taxer. Trump, le problème qu'il va nous poser là tout de suite, c'est surtout les capacités d'exportation. La réalité, c'est que la France est probablement en Europe, l'une des économies qui va être la moins touchée en exportation, sauf quelques secteurs, tout à fait particuliers. Le secteur des vins et spiritueux, va avoir un gros problème, qui est assez simple, hein, surtout qu'on a un renfort, hein, donc tout le monde a vu il y a les budgets de base, hein, chez Trump et puis il y a les il y a les secteurs qui ont droit à une rallonge. On est quand même sur 200 de taxes, hein, sur le secteur des vins et spiritueux, champagne et cetera. Donc là, on est sur une taxe qui veut dire globalement: «Tirez-vous». Donc c'est vraiment énorme. Après, sur d'autres secteurs, il est plus, raisonnable. Il ne prend que 20. En fait, 20 c'est le plancher, puis après ça dépend. Les voitures, c'est 25. Ça va faire très, 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 très mal à l'économie allemande. Mine de rien, nous aussi, parce que c'est également les pièces de voiture, donc des boîtes comme Valeo et cetera et donc nous, en face, on va aller récupérer des taxes. Ce qui, moi, me fait doucement rigoler, c'est que là, on va aller récupérer des taxes. Je rappelle que, les géants dont on parle, les géants de la tech, sont des gens qui ne payent toujours pas le barème normal d'impôt via un certain nombre de montages et donc même à l'issue de ça, ce sont des gens qui contribueront toujours de façon, faible, à ce qu'ils devraient contribuer, dans l'imposition, hein, que les choses soient claires et c'est ça, en fait, qui risque de faire augmenter, les prix. On pourra revenir un petit peu là-dessus. Moi, je vais revenir sur la question, en fait, aussi de départ parce que je trouve que ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre. Moi, j'ai cité quelques exemples tout à l'heure dans mon introduction. J'ai parlé de Dailymotion qui est né avant YouTube. J'ai parlé de Deezer avant Spotify. J'aurais pu bon, j'ai évidemment en posant la question, j'ai parlé des GAFAM, j'aurais pu dire plutôt les big tech d'une manière générale, parce que on peut remonter même au Minitel, se dire pourquoi on était en avance puisqu'on avait créé Minitel bien avant en fait Internet. On peut citer Copain d'avant, c'est Jessica d'ailleurs qui nous le met, Copain d'avant. On peut parler de Viadeo, c'est Discount, et puis tout à l'heure j'ai aussi parlé des comptes. Grosso modo, aujourd'hui, pour toi, comment se fait-il que nous ayons pas aujourd'hui de big tech, nous, en France, alors que finalement, on a été quand même plutôt précurseurs?
Et on a même eu parfois aussi l'État, ça a été le cas de Quant, un État qui était quand même assez investi. Ça serait quoi ton diagnostic? Et j'imagine que tu vas me donner plusieurs points d'ailleurs. Ouais, après c'est un diagnostic que je fais assez régulièrement, mais donc du coup je vais le prendre. Moi, je pense que la première raison pour laquelle, on n'en a pas, c'est un problème de manque de compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une boîte de disruption technologique. Une boîte de disruption technologique, c'est pas un bon pitch, c'est pas, un bon, sales pipeline. C'est, une boîte qui scientifiquement a pris, une innovation, scientifique, qui était à une TRL, donc Technology Readiness Level. C'est une note de 0 à 10 qui permet de savoir jusqu'à quel point une technologie est prête pour être commercialisée, hein. C'est un truc assez standard, qui a pris un truc qui avait un TRL assez bas, et qui en a fait un TRL 10, c'est-à-dire un truc qui se vend et qui est facile à faire. Quand on a, des gens qui sont faiblement techniques à la tête des boîtes, la capacité à comprendre, le niveau de TRL, pourquoi et dans quel sens est faible, et donc on se retrouve avec des boîtes qui ont, du mal à décoller. Et donc le premier truc, c'est qu'on fait pas beaucoup de boîtes de deep tech, pas beaucoup de boîtes d'innovation de rupture, parce que, on ne leur laisse pas l'occasion d'exister, on ne les finance pas, on ne leur fait pas confiance. Ça, je pense que c'est la première raison, c'est on a un problème populationnel sociologique, c'est on manque de leaders technologiques à la tête des boîtes technologiques. Et ça, c'est un truc que je donne souvent, hein. J'explique que 100 des leaders de GAFAM, sont des techs, et que en France, la French Tech, c'est à peu près 15 des cofondateurs. Donc c'est D'ailleurs, c'est ton cas, toi, tu es, excuse-moi, hein, je fais cette incise, mais tu es toi-même en fait un développeur et aujourd'hui, je veux dire, tu es à la tête de Clever Cloud, c'est-à-dire ouais. que toi, tu es vraiment de la tech. Alors Voilà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont tendance en fait à être plutôt lancées. Alors, on va pas citer les, les grandes écoles qu'on va pointer du doigt, mais qui sont pas en fait profil tech. Et tu as vu récemment la nomination à la tête du Digital Campus, c'est ça? le campus cyber? Cybercampus, voilà, c'est ça. Cybercampus, eh ben, on n'a pas choisi non plus quelqu'un de la tech. Ce qui encore une fois, hein, pour moi, encore une fois, moi, j'ai pas vocation à être désagréable avec les gens, hein, c'est pas mon enjeu du tout. Mais, je pense que parfois, pour traiter un problème technologique, il faut des gens, techniques, et je le pense sincèrement. Et ça, moi, je le vois à la façon dont j'ai déjà géré Clever Cloud, qui est quand même une boîte que je on est quasiment 100, hein, aujourd'hui, donc on a quand même, imprimé des choses et on a sorti de belles technologies. Donc on peut quand même s'enorgueillir d'avoir fait des choses différentes. Et ça, je pense que c'est un point qui est important, hein, c'est comment on amène, les boîtes à ces niveaux-là. Donc c'est un premier Ok, point, je pense. ouais. Donc pour J toi, déjà, premier point, absence, on va dire, ou en tout cas faible présence de leader tech à la tête des entreprises. mais parce qu'il y a un vrai manque de confiance des financiers envers des techs. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a des techs qui sont pas assez formés, multiculturels? C'est possible. Est-ce que c'est parce que, Ils n'ont pas le costard aussi, peut-être. Que eux-mêmes sont tellement tech que du coup, ils donnent pas confiance. Parce que ouais, la mais tu vois, confiance, c'est la une relation. la Silicon Valley, les mecs ont jamais de costard non plus. Ouais. Et ils sont Oui, enfin. cassés dessus les codes. Alors après, il se Mm. trouve que moi, j'ai justement décidé de mettre des costards en permanence pour sauver le dossier, mais je pense qu'il y a quand même un sujet probable qu'est notre capacité à avoir, des techs un peu plus formés, multiculturels. C'est-à-dire garder ta filière d'ingénieur, mais savoir très bien parler en public, savoir faire de la compta et de la finance, et être un peu plus touche à tout. On a tendance à former de très bons ingénieurs qu'on a tendance à vouloir garder dans leur chaîne. Donc il y a un vrai problème, je dirais, de réseau d'influence, en France, et je le baserais un peu au moment où Centrale s'est fait un peu damer le pion par, l'ENA, et donc ça a donné, cette diffusion très HEC, tu vois, dans le secteur privé. Mais on a un manque de culture technique chez les décideurs en France, et donc un manque de financement des techniques. Ça, je pense que c'est un sujet où c'est bien de l'ouvrir au débat un peu après. Et si tu veux, je Tout peux à donner fait. les autres points. Justement, c'est ce que j'allais te dire. J'allais juste
dire bonsoir à Boubacar et à Christophe et juste leur demander de patienter que Quentin nous donne ses différents points et on revient sur les points que vous souhaitez. Tu en as combien à peu près de points, Quentin? Je dirais, peut-être 4, je crois. D'accord. J'ai pas compté, Alors, mais ok, je vais essayer de ne pas te couper. non, non, De- au contraire, il faut me couper et me relancer, D'accord. surtout si je fais pas les bonnes explications. Je Ok. je pense que Deuxième point. le 2e point, c'est le manque de collaboration entre les très grosses structures et les petites structures. Que ce soit l'État ou les grosses entreprises, elles n'aiment pas acheter à des petites boîtes. Et en fait, on a un problème, c'est qu'on se retrouve avec des très grosses boîtes qui te disent: «On va faire de l'innovation en interne». Ce qui est toujours très compliqué en interne parce que tu as plein d'autres enjeux que tes enjeux d'innovation et donc tu rames en fait à faire sortir tes enjeux d'innovation. Et ces boîtes-là ont du mal du coup à se mettre dans une posture où l'innovation a lieu. Et en fait, du coup, on se retrouve avec des boîtes petites qui ont du mal à trouver leur marché. Soit parce qu'il n'y a pas de commande publique, or les GAFAM viennent de la commande publique ou du financement de la science américaine, et y compris sur des choses comme le moonshot, et là c'est DARPA, et c'est ce qu'on fait avec Jedi. Et il se trouve que j'ai sorti aujourd'hui l'épisode avec André Le Creusug Pietri de Jedi qui explique la stratégie qu'on a là-dessus. Mais vraiment, dans les modèles des choses, on a un problème, c'est on a sorti, en fait, on a cette espèce d'élitisme où du coup, on explique, on ne donne pas l'accès aux petites structures innovantes à des tailles de marché acceptables. Et donc du coup, c'est très difficile pour elles de grossir. Et donc on va avoir des fois des subventions en France, mais ce qu'on veut, c'est de la commande publique. Et ça, je pense que c'est un point qui est important, et c'est ce que les États-Unis font très bien, c'est le Small Business Act, c'est-à-dire l'obligation pour les grosses sociétés et pour l'État d'acheter une partie de ces équipements auprès Mm. de petites structures locales. Je rappelle juste un point parce que c'était Thomas Foré l'autre jour qui répondait à une interview et il disait il n'y a pas une solution existante aux États-Unis qu'on n'a pas en fait en France. Et donc toi, je sais que c'est un sujet sur lequel tu reviens souvent et tu n'es pas le seul évidemment sur cette histoire de commande publique et on a vu plein d'exemples, nos ministères en particulier qui signent davantage en fait avec des big tech américaines qu'avec des entreprises françaises. On l'a vu notamment sur le cloud, on le voit assez régulièrement, et par exemple des solutions avec Amazon, AWS, et puis Microsoft, voilà, aussi, dans toutes les entreprises. Vas-y, je te laisse poursuivre. Non, mais c'est exactement ça. Après, moi, ce que j'explique, c'est que des fois, effectivement, la qualité d'intégration est pas là, hein. Des fois, il y a effectivement plus de travail qui serait à faire. Mais en fait, si on consacre pas une partie du financement et de la commande à ça, on n'y arrivera jamais. Et ce que j'explique en permanence, c'est ça, c'est me donnez pas 100% du budget, donnez-moi 10-15% du budget. Et mettez-moi au niveau, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas, vous me le dites, on le corrige. On a des équipes, on est là pour ça. Mais si vous utilisez jamais les produits, donc du coup vous faites jamais de feedback et que du coup vous financez jamais les produits, ça va jamais avancer. Si vous nous dites en fait ce qu'on veut c'est ce que Microsoft fait depuis 40 ans, alors que nous on existe depuis 15 et qu'on n'a pas les mêmes budgets, on peut aller très vite parce que c'est ce que j'explique souvent avec Zero of Accelerating Return. C'est pas un problème d'aller beaucoup plus vite dans la conception et beaucoup moins cher. Par contre, si on n'a pas de feedback et une boucle de feedback intelligente, on n'avancera pas. Et puis un peu de financement aussi, parce que quand on a des clients, ça finance. Alors, Christophe, juste vous patienter, Quentin avait 4 points, il vient de finir son deuxième, il va entamer son troisième et à la fin de son quatrième, je donne la parole. J'ai noté vos noms, ne vous inquiétez pas. Donc oui, donc je pense que le point qui est important, c'est, donc on a la sociologie, on a, C'est le troisième point, celui-là? on a non, non, on avait la sociologie, on avait Oui. on avait cette capacité, de collaboration. Le Mmh. 3e point qui est un truc, beaucoup plus fort, c'est le soft power. On nous a mis dans la tête qu'on était nuls. C'est cette histoire où en fait, au moment du plan Marshall, les États-Unis ont exigé, l'ouverture du marché des salles de cinéma, aux films américains et aux films d'Hollywood, la fameuse réflexion de technologie américaine, le fait d'avoir financé le groupe Bilderberg, les amitiés franco-américaines, la fondation American French Foundation, machin, tous ces trucs-là.
qui ont permis, en fait, de mettre dans la tête de tout le monde qu'on était nul. Et ça, c'est un truc qui est assez essentiel à comprendre. C'est qu'en fait, il y a eu un gros travail de lobbying et de soft power pour nous faire comprendre qu'on est nul et éloigner des fois le décideur politique d'une capacité de compréhension. Moi, par exemple, tous les ans, j'essaie de faire venir la ministre à Devox, qui est le plus gros rassemblement de développeurs de France, ce qui n'a jamais lieu, en lui disant: «Mais viens voir les gens qui font les choses». Parce que après, sinon, tu rentres dans le bureau d'un ministre du numérique, donc je suis pas en train du tout de parler de Charles Chapas dans le cas présent, hein, mais d'une autre fois, et tu te retrouves avec moi j'ai déjà vu un lobbyiste de chez Google dire, bah, les Devox, non pas les Devox, les DevFest, c'est les moments où les ingénieurs de chez Google viennent, enfin mettre à niveau les ingénieurs français, parce que sinon ça n'avancera pas, et grâce à nous, en fait, la technologie française réussit à survivre, quoi. Alors qu'en fait, les DevFest, c'est toujours des associations qui font ça, de développeurs sur le territoire. Le DevFest Nantes, qui est le plus gros DevFest du monde ou d'Europe, la contribution financière de Google est de l'ordre de 5 000 euros sur un budget qui doit être de 450 000. Les gens qui donnent les conférences sont en fait des développeurs, la plupart du temps français, de l'ensemble des écosystèmes et de l'ensemble des boîtes. Et s'il y a un ou deux speakers de Google, c'est bien le bout sur 120 speakers. Et le bidule est financé essentiellement par les boîtes locales. Et en fait, c'est de l'auto-formation de l'ensemble de l'écosystème qui est des passionnés. Mais comme en fait, on va jamais trouver les décideurs politiques dans ce genre d'événement, ils se rendent pas compte de la supercherie. Et donc, ils croient qu'effectivement, les Googlers qui sont les meilleurs, alors que je peux vous assurer que sur les 100 000 Googlers, il y a un paquet de tocards, comme dans toutes les boîtes qui font 100 000 personnes, et il y a quelques Googlers très intelligents. Il y a aussi un paquet de nazes chez Google. C'est même pour ça qu'ils ont inventé certains langages de développement, en disant clairement, on fait ça parce qu'on a tellement de tocards en interne qu'il leur fallait un truc simple, tu vois. En fait, ils finissent par croire qu'on n'est pas capable de faire. Et je pense que, tu vois, ce troisième point, c'est on est capable de faire et on a les bonnes personnes. Et pour ça, il faut reconnecter la connaissance de la compétence réelle, se rendre compte que les gens La qu'on preuve, fait c'est qu'il y en a plein qui sont à la Silicon Valley, hein. On a plein exactement. de Français qui sont là-bas. C'est exactement ça la preuve et que, dans tous les projets d'IA, tu vas avoir effectivement, à chaque fois des gens qui sont, issus de l'école normale supérieure et cetera et je pense que ça, hein, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. Il faut redresser la tête et cette faiblesse, en fait, on nous l'a inculquée. C'est du soft power, c'est de la culture et il faut réussir à redresser la tête et se redire qu'effectivement, on a quelque chose ici qui est à faire et qui est une vraie capacité, en fait, à faire respecter, notre OK, capacité à faire. super, troisième point et d'ailleurs, récemment, j'étais dans un space, il y avait une personne qui était intervenue en me disant pour nous les Français, l'IA, ça y est, c'était, raté, tous les experts disent qu'on est à la ramasse et cetera. Et je me suis dit: «Mais comment il peut dire ça alors qu'on est dedans, quoi?» Et comme toi tu l'exprimes assez souvent en disant: «C'est un océan bleu». Ça et puis les Et ça, disruptions dans le c'est domaine sont monstrueuses. Tout le monde parle de RAG. Là, par exemple, il y a une disruption qui arrive qui est le CAG, qui va, complètement changer la totalité des choses et vraiment et donc moi, je vous le dis sur l'IA, non, c'est un océan bleu, tout le monde peut y aller aujourd'hui et tout le monde peut encore gagner, des parts de marché dans ce marché-là, vraiment. OK, génial. Quatrième et dernier point et puis je referai un récap très rapide sur les 4 points et il y a déjà, 4 personnes qui ont des questions à te poser, Quentin. Et ben, Quatrième le point. 4e point pour moi, il est simple, c'est: est-ce qu'on pourrait respecter les règles? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne fait pas respecter nos lois. On nous a vendu un truc qui est le libéralisme économique avec, on va tout jouer et tout le monde peut vendre tout à tout le monde et on fait des règles. L'OMC, on a convaincu la Chine de rentrer dedans. On a, et qui a créé certes du capitalisme d'État, mais on a convaincu la Chine de rentrer dedans et on a fait des règles. Et après, les géants du numérique, qui n'agissent plus vraiment comme des entreprises, économiques traditionnelles, mais plutôt comme du féodalisme économique. Il y a eu un bouquin de Varoufakis qui est sorti, l'automne dernier sur le sujet, se mettent à pas respecter ces règles. Moi, au sein de l'Open Internet Project, on a intenté un certain nombre de procès contre Google. On est à 10 procès gagnés sur 10 procès intentés. Ces gens sont des délinquants multirécidivistes qui ne respectent pas les règles communes du commerce international. Il y a des règles. Eh ben, ils s'en foutent. Et nous, on ne fait pas respecter les règles
parce que notre justice est lente et que l'économie est rapide et que les changements sont rapides, parce que notre fonctionnement, et donc moi j'appelle de tous mes voeux rapidement à ce que l'Europe se saisisse d'un sujet important qu'on appelle les mesures conservatoires. C'est une spécialité française, on a écrit 10 000 pages dessus, Léonidas et moi-même au sein de l'Open Internet Project. Il est important qu'on ait enfin des règles claires d'accès. Et c'est d'autant plus important que le défi que nous lance Trump, c'est de dire, regardez, on va mettre en place un capitalisme d'État autoritaire aux États-Unis. C'est incroyable. Le mec est en train d'appliquer le manuel involontaire de Margaret Atwood sur son pays. Et nous, on peut dire, bah non, en fait, le libéralisme de la société, c'est aussi un libéralisme économique. Et donc, en fait, tout le monde a le droit de faire du business. Il n'y a pas que Amazon, Google et Microsoft qui ont le droit de faire du business. Il y a aussi des gens qui peuvent lancer, disrupter, créer des innovations. Et c'est comme ça que le monde ira mieux. Et je pense que ça, c'est un des enjeux qui est fort, en fait, aujourd'hui, qui est faire respecter nos règles. Et je pense que si on prend l'ensemble de ces points-là sur pourquoi on n'a pas de GAFAM, bah, en fait, faire confiance à nos ingénieurs, créer une vraie alliance avec les boîtes disruptives, générer, une vraie croissance, des règles et arrêter de tout le temps dire qu'on est des nazes, et ben, je pense qu'il y a aucune contradiction pour nous à avoir des GAFAM. Par contre, c'est des changements profonds, de choses qui nous ont été imposées. Mais je pense que l'attaque de Trump aujourd'hui, elle est tellement forte, les actions de Musk sont tellement incroyables, que peut-être que c'est effectivement l'étincelle qui nous permet de renverser la vapeur. Tu es merveilleux, Quentin. Non seulement tu nous as exposé les 4 points, et puis en plus tu as fait un récap, c'est génial. Je te remercie beaucoup. Nous sommes à peu près 56 là dans le space, donc il y a peut-être des personnes qui nous ont rejoints en cours. Je vous rappelle que nous sommes avec Quentin Adam, qui est CEO de Clever Cloud, et que nous étions dans un premier temps en train de faire un diagnostic de pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas de GAFAM ou de Big Tech en France. Donc il a exposé ces 4 points. Et il y a 4 personnes qui sont là en intervenant. J'ai noté JCW, Boubacar, Christophe et Christophe. Il y a beaucoup de C d'ailleurs. JCW, bonsoir. Voilà. Donc, moi, la question que j'allais vous poser, Quentin, c'est la question suivante. Est-ce que c'est une faute politique du fait qu'ils n'ont pas su soutenir les entreprises qui tenaient la route pour pouvoir quand même être leader européen, ne serait-ce que sur la question numérique, par exemple? Alors, est-ce que c'est une faute politique? À un moment, quand on file la gestion du pays à des gens et que le pays va pas dans le bon sens, oui, c'est une faute politique. Après, au lieu de juste crucifier, moi je pense qu'il y a un point qui est important, et c'est d'essayer de comprendre où est-ce qu'est cette faute. Je pense que la faute originelle, et qui concerne la totalité des partis politiques français et européens, elle est de ne pas comprendre ce qu'est le digital. Le digital, c'est pas un truc de geek un peu marrant. L'ordinateur, c'est pas le bidule que tu files à ton jeune, qui est cool, avec Matrix et compagnie, et ah, t'as vu la dernière connerie à la mode sur Internet. L'ordinateur, c'est la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. C'est le moment où on prend le cerveau des gens, et en fait on le mécanise, et donc on va éliminer des nombres de gens pour faire beaucoup plus vite, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur la mécanisation. Si vous voulez, je peux faire une longue explication économique de la mécanisation. Tu me dis, Fadila, si tu penses que c'est opportun ou non. Si, vous pouvez le faire, mais bon, vous serez obligé, en gros, de faire en gros sur les grandes lignes, quoi, pour pas que ce soit Ouais. trop long. Alors, en fait, globalement, ce qui s'est passé, c'est que avant, je vous parle du XVIe siècle, vous aviez la majorité des gens qui bossaient dans les champs pour produire de la bouffe. 45% de la population française, par exemple, pour produire la bouffe. Parce qu'en fait, c'était très faiblement mécanisé, on avait vaguement un peu de traction animale, mais même la traction animale, c'est pas une mécanisation très forte et il faut des gens pour s'occuper des gens, pour s'occuper des chevaux. Et puis on a progressivement mécanisé. Quand tu mets un tracteur, et qu'avec un tracteur, tu remplaces 30 chevaux, bah, si en fait, le tracteur, tu dis qu'il fait 30 chevaux, et aujourd'hui, je rappelle qu'on fait des tracteurs qui ont 700 chevaux de traction, ça veut dire qu'en fait, il a littéralement la force de 700 satanés poneys. Et en fait, gérer 700 satanés poneys, c'est 30, 40 personnes qui bossent, etc., machin. Donc le tracteur remplace plein de gens. Ce qui se passe aujourd'hui
quand tu utilises de l'informatique, c'est exactement ça. Là où avant, il te fallait un service dactylo pour écrire ton rapport, bah, tu plus de service dactylo à la machine à écrire. Moi, quand mon père était jeune, il écrivait des bouts de rapport, le service dactylo réécrivait le truc, il prenait, il corrigeait, ça repartait au service dactylo qui le retapait à la machine, etc. Aujourd'hui, enfin, quand lui, il a fini sa carrière, bah, en fait, les rapports, il se les tapait tout seul sur Word, parce que tu pas besoin de réécrire la totalité du rapport, tu allais juste mettre le curseur au bon endroit. Et c'est de plus en plus vrai. Quand aujourd'hui tu prends l'intelligence artificielle, là où avant il te fallait plein de petites mains pour répondre à certaines choses, bah en fait tu as moins de choses. Et donc ça c'est de la mécanisation. Et le problème fondamental, c'est qu'en Europe, la totalité des partis n'ont pas compris que l'informatique c'était pas un connerie qui allait passer, c'était un mouvement fondamental de révolution industrielle. Et ce qui est très paradoxal dans le mouvement de Trump, si on le regarde bien, c'est on est obsédé par le fait que Trump est en permanence collé à Musk. Mais en vrai, le mouvement de Trump, là, c'est la défense de ses usines, des voitures, de l'acier. En fait, Trump, c'est un vieux monsieur. Et il passe à côté de la force des États-Unis, qui est justement leur emprise sur la révolution industrielle de la presse intellectuelle, et quelque part, il la met en danger face à sa volonté, lui, d'avoir des usines, d'avoir l'économie du XXe siècle et des Trente Glorieuses, et il est prêt à hypothéquer le futur qui est effectivement cette économie de la révolution industrielle de la prestation intellectuelle, mais qui est en fait l'échec de nos dirigeants de ces dernières années. Et après, on peut pointer du doigt quelques affaires, on peut parler des échecs sur Dailymotion, on peut parler de ces choses-là. Mais fondamentalement, le problème, c'est que depuis le début, on a l'impression que l'informatique, c'est un truc de geek et que c'est marrant, mais bon, on va faire des trucs sérieux comme produire des voitures. Sauf que les plus grosses économies du monde aujourd'hui, les Nvidia, les Google, les Apple, les Microsoft, c'est le digital, c'est l'automatisation de la prestation intellectuelle, et c'est ça en fait qui fait la richesse d'une nation aujourd'hui, c'est cette révolution industrielle-là, et ça, la totalité de nos politiques sont passées à côté, sans aucune exception, et là est la faute politique. Et là, encore une fois, le problème, c'est de pas nous avoir écoutés. Mmh. Moi, je te donne, et peut-être je termine sur cette Juste, question-là. voilà, s'il te plaît. Euh, si tu te souviens, en 2018, il y a un mec qui s'appelle Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, l'équivalent d'un Nobel, un mec brillantissime, qui fait un rapport sur l'intelligence artificielle. Il y a tout dedans. Vous savez ce que l'État en a fait? Rien. Parce que Ouais, ils même l'ont le mis de mec le côté. plus brillant et le plus reconnu, eh ben en fait, on s'en bat les couilles. Tout ça, c'est un truc de geek. Et Villani, il est sympa, il est marrant. Et en fait, on a classé le rapport de façon verticale. Mmh. Et vraiment, le sujet, il est là, c'est est-ce qu'on peut prendre l'informatique au sérieux pour une fois? Putain, c'est ça le sujet en fait. Alors, j'interviens, merci beaucoup, déjà JCW pour la question et Quentin pour la réponse. Comme nous commençons à être extrêmement nombreux dans ce space et qu'il y a beaucoup de personnes qui lèvent la main, je demande vraiment à tout le monde d'avoir cette vigilance, d'éviter les tunnels, bien que nous savions tous que nous sommes aussi sur un temps long. Et je vous rappelle que nous sommes depuis tout à l'heure avec Quentin Adam, qui est le CEO de Clever Cloud, et que nous venons d'être rejoints par l'autre invité, qui est Julien Mardas. Bonsoir Julien. Bonsoir Fadila, bonsoir à tous. Qui est CEO de Buster.ai. Et nous avons fait en tout cas, Quentin nous a présenté son diagnostic de pourquoi nous n'avons pas de big tech en soulevant 4 points. Il a soulevé le point du fait que déjà on manque de leaders tech, on va dire, à la tête d'entreprises, notamment de la tech. Ce manque de collaboration entre les grandes structures, les petites structures. Troisième point, un problème également de soft power, qui est un problème de culture où on a tendance en fait à s'auto-flageller en disant qu'on n'est pas bon, etc. Et puis le quatrième point qui était, d'ailleurs je reviendrai dessus un peu plus tard, qui était de respecter en fait les points, les règles communes en fait du commerce. Nous avons Boubacar, Christophe et Madsen qui nous ont rejoints. Christophe, bonsoir Christophe. Oui, rebonjour Fadila, bonsoir à tous. Merci pour ce space super intéressant. C'est rare qu'on aborde ce genre de sujet et ça me fait super plaisir. Merci. J'ai bien aimé l'intervention de Quentin, sauf à la fin. Je pense que Quentin n'a pas compris ce qui se passe au niveau international. Il est trop focusé sur les GAFAM. Alors certes, il y a des problèmes, mais ce n'est pas le plus gros problème. Alors, moi, je vous invite une chose. Excusez-moi, il y a une règle chez moi. Moi, c'est pas un tribunal.
Donc, T'inquiète, j'ai le curé, mais ça ne me on dérange démarre pas. pas son intervention en disant que l'autre, il n'a pas compris, s'il vous plaît. Mais allez-y. C'est à mon sens, il n'a pas compris. Oui, mais ce qui se développez passe. votre point sans donner votre appréciation. Alors, c'était très focusé sur les GAFA, mais est-ce qu'il focus au moins un minimum sur les BATX et la PT1 par exemple, sur ce qui s'est passé au Wisconsin récemment. Ok, aussi, vous n'avez qui a pas rapport remarqué, à voir avec- la question était bien. Attends, j'ai pas fini. Oui, mais J'ai moi pas fini, j'interviens, je suis l'autre donc déjà vous commencez, et je suis désolée, mais déjà vous m'énervez parce que j'aime bien la courtoisie. La courtoisie, c'est pas de démarrer en disant que l'intervenant il a rien compris et que vous savez tout. Et puis secondo, vous reprochez le fait qu'on parle de GAFAM, or c'est dans le titre. C'est un petit peu dommage quand même de pas parler du sujet. Justement, alors je voudrais juste finir, comme ça après il pourra me répondre, je pourrais avoir son avis. D'accord. C'est qu'est-ce qu'il pense est-ce qu'il pense que les BATX sont un problème moins grand que les GAFAM? Alors, Ce qui s'est passé au Wisconsin, c'est totalement LifeLog. Parce que je sais pas si tu connais LifeLog, le principe de Meta. oui. Et c'est une prise totale des libertés américaines, mais Trump va faire sauter tout ça, évidemment. Donc je vois pas où est le problème avec Trump personnellement, mais pour moi le problème vient essentiellement de Chine. Oui, parce qu'ils sont dans un conflit. En fait, il y a plusieurs. Enfin, le problème avec Trump, ça dépend de quel point de vue tu te places. Est-ce que le problème, il est pour le peuple américain ou il est pour les autres? Là, nous, Trump nous pose un enjeu à nous. Et encore une fois, Trump, c'est pas notre président, c'est le président d'une autre nation qui est notre allié quand ça les arrange. Euh, Est-ce que les BATX sont un problème au même titre que les GAFAM? Oui et non. C'est-à-dire que, c'est un énorme problème. La puissance impérialiste chinoise est un énorme problème, au même titre qu'on a un énorme problème, des États-Unis. C'était pas le sujet, là, on m'a posé la question sur les GAFAM, je réponds sur les GAFAM. Est-ce que, pour autant, il y a un sujet à ouvrir sur comment on gère notre relation à la Chine? Bien sûr. Le fait qu'on soit intégralement désindustrialisé et qu'on ait décidé de faire la Chine l'usine du monde, puis que de cette usine, en fait, parce que, les mecs sont pas plus cons que ça, ils en aient fait une énorme capacité d'innovation et qui font des produits également assez incroyables et qu'aujourd'hui on se dise: «Beh, c'est extrêmement compliqué de les rejoindre» et qui jouent, à un très bon jeu, sur différentes technologies et des affaires et que ce soit des histoires d'espionnage ou que ce soit des histoires, militaires, on peut parler de Taïwan et cetera. Bien sûr, j'ai jamais dit que la Chine n'était pas un problème. Là, le problème qu'on a nous, c'est que globalement, on a du matos chinois sur lequel on fait tourner du soft américain, que ça, c'est la troisième révolution, enfin, c'est la quatrième révolution industrielle et que là, dans tout ce que je viens de dire, il y a absolument rien d'européen et c'est ça, en fait, le problème. Mais on peut prendre le sujet Et c'est chinois. la, Est-ce question qu'il du débat aussi. Oui, oui, mais est-ce qu'il faut ignorer le sujet chinois? Non. Après là, c'était pas le sujet. La Chine n'a pas mis de droits de douane, du tout sur nous. Essentiellement parce qu'ils s'en foutent et pour être tout à fait sincère, on a du mal à mettre des choses dans les containers qu'on leur renvoie pour, récupérer nos livraisons. Donc oui, il y a un sujet sur la désindustrialisation, il y a un sujet sur nos rapports de production avec la Chine, il y a un sujet sur l'export chinois, il y a un sujet sur les accords complètement stupides sur les petits colis qui fait qu'on se retrouve avec une production massive et les colis Shine, qui ne sont pas taxés, en entrée. Il y a 2000 sujets à sortir avec la Chine. C'était juste pas la question qu'on m'avait posée, donc je n'y ai pas répondu. Tout à fait. Mais effectivement, il y a un tas de sujets avec la Chine. Néanmoins, aujourd'hui, les BATX, dans leur bataille avec les GAFAM, quelque part nous arrangent parce que, ils vont se concentrer sur, les GAFAM vont se concentrer sur les BATX, pendant que nous, on va peut-être réussir à monter des trucs. Je te remercie. Il y a Julien qui souhaitait intervenir également. Là, juste une dernière petite chose. Non, juste non, une petite Christophe, je minute. viens de dire Julien. S'il te plaît, j'en ai pour 30 secondes. Juste 30 secondes. C'était pour... Quentin, je t'ai follow. Moi, je travaille sur un IBOR, Internet Bill of Rights, et je te ferai tourner ça en MP si ça t'intéresse. Avec plaisir. Voilà, c'était juste pour dire ça. Et je te remercie pour la conversation. Merci. Tu peux rester. Je pense que Julien veut répondre également. Oui, alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est surtout que bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est là. Déjà, premièrement, la question, c'est effectivement pourquoi la France a loupé le virage des GAFAM. Plus généralement, même, j'irai plus loin, pourquoi l'Europe n'en a pas, puisque finalement, la France a décidé de s'inscrire dans l'Europe et on a loupé justement cette inscription. Ce n'est pas nous seulement qui l'avons loupé, c'est toute l'Europe qui a échoué aujourd'hui, hein.
Sur papier, quand on regarde la somme des puissances de chacun des pays de l'Europe, ça dépasse au moment de sa création, en tout cas, et même aujourd'hui d'ailleurs, ça dépasse de très loin les États-Unis sur beaucoup d'aspects. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a compris. C'est pour ça que il essaye d'annexer le Groenland en annexant le Canada pour récupérer les réserves pétrolières qu'il exploite par ailleurs complètement allègrement en ce moment, en violation de tout le droit international. Sur le sujet de l'Europe, en fait, il y a plusieurs problèmes. Je rejoins beaucoup ce qu'a dit Quentin tout à l'heure, que je salue au passage. On a notre écosystème entrepreneurial face à Y Combinator, il est ridicule. C'est-à-dire que les États-Unis, ils ont une culture de la prise de risque. En France, un entrepreneur qui a échoué, il est banni. En Europe, aux États-Unis, un entrepreneur qui a échoué, il est wanted parce que il sait exactement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas répéter comme erreur pour réussir. Rien que cet état d'esprit, ce mindset qu'on retrouve aux États-Unis, déjà, lui, il rend les choses bien plus intéressantes. Après, on a eu des tentatives de GAFA, mais quand on regarde l'histoire, on a quand même eu des boîtes comme Quant, on a eu des Dailymotion, on a eu pas mal d'entreprises qui ont probablement déjà été citées juste avant. Mais le problème qu'on a en France, c'est que en fait, un ingénieur, quelqu'un qui fait de la technique, ça n'est pas quelqu'un qui peut atteindre des niveaux de salaire acceptables ou qui peut atteindre une reconnaissance suffisante à un moment ou un autre. Moi, par exemple, me concernant, j'ai commencé l'intelligence artificielle quand j'avais 18 ans. J'ai écrit ma première IA qui est devenue un jeu de Riversi imbattable à 18 ans en C++. J'ai utilisé des concepts assez simples pour ça, du bon sens, et je me suis même pas rendu compte que je faisais du reinforcement learning à l'époque. Juste simplement parce que les machines avaient 16 kilos de mémoire et qu'il fallait enregistrer les parties et les rejouer et voir où est-ce qu'on a mal joué pour faire mieux la prochaine fois. Et quand j'ai voulu travailler là-dedans, il y avait rien. Et quand j'ai atteint un niveau d'ingénierie suffisamment élevé dans ma carrière, on m'a dit maintenant pour que tu dépasses les fameux 104 salaires annuels, faut que tu fasses du management. J'ai dit mais pourquoi? Moi je veux faire de la technique. Parce que c'est comme ça, faut faire du management pour gagner plus, il faut prendre des responsabilités, il faut assumer. Parce qu'en France, en fait, on a cette vilaine culture qui moi, m'exaspère, il faut toujours un coupable quand ça marche pas. Alors qu'en fait, quand ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plutôt comprendre pourquoi ça marche pas et comprendre collectivement. Mais on a cet esprit un petit peu malsain et punitif qui consiste à dire que faut que ça marche, débrouille-toi, moi je manage, le techos il fait le travail, l'ingénieur il est payé pour ça, et comme si la science et la recherche c'était déterministe vu du point de vue managérial. Et ça pour moi c'est un vrai problème et c'est le problème qui est à la racine de tout aujourd'hui. Après on a les régulations, la bureaucratie, on a tout ça, on peut en parler, mais voilà. Je laisse la parole. Mais tu pourras revenir, je pense, sur ces points. Donc, Quentin et Julien, vous avez donc Matsden, ni dupe ni soumise, puis Raymond qui souhaite vous poser une question ou en tout cas partager leurs points. Madsen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oui, merci. Je remercie Quentin pour les remarques pertinentes. Alors, voici ma question. On parle souvent de l'Afrique comme un marché clé pour une alternative francophone aux GAFAM. Pourtant, il existe aussi des marchés francophones en Amérique, comme Haïti, qui sont rarement évoqués dans les discussions. Qu'en est-il des Caraïbes? Qu'en est-il d'Haïti? Un GAFAM français pourrait-il y voir une opportunité stratégique? Ah là, c'est une question bien... merci. Je vais prendre cette question, si tu me le permets, Fadila, parce que j'ai vécu 2 ans dans les Caraïbes et j'ai créé un opérateur télécom là-bas quand j'avais 21 ans. En fait, les Antilles, il y a des opportunités, il y en a beaucoup, puisque les Antilles, c'est très proche de l'Amérique latine d'un point de vue géographique. Et donc, d'un point de vue purement réseau et telco, il y a des points de peering qui peuvent donner des accès plus rapides à certaines grosses plateformes comme YouTube. Donc, effectivement, c'est un enjeu d'avoir des data centers là-bas qui couvrent toute la zone LATAM et la zone Amérique du Nord assez rapidement. Il y a d'autres enjeux là-bas qui font que les choses sont possibles.
il y a des îles qui ont des frontières, comme par exemple l'île de Saint-Martin, où l'île fait 80 km², le sud est néerlandais, le nord est français. Et en fait, par exemple, quand on se balade et qu'on parle au téléphone, bah, si l'antenne ne capte pas, on passe sur l'antenne du pays voisin et là, hop, le roaming se déclenche et la facture arrivait à l'époque avec $1000 parce qu'on avait passé 20 minutes en roaming au téléphone sans s'en rendre compte. Donc il y a des opportunités comme ça, mais l'opportunité, elle peut venir de plusieurs endroits. Elle peut venir de simplification, on va dire, administrative, fiscale, qui vont permettre de créer l'innovation. Elles vont venir d'investisseurs qui, donc, du coup, vont trouver leur compte. Et elles vont aussi venir d'un écosystème qui est encore, j'ai pas envie de dire vierge parce qu'il y a pas mal d'acteurs. Au moment où moi j'arrive là-bas pour monter ce fameux opérateur télécom, sur une île de 80 km², il y a 7 opérateurs. Donc c'est une densité qui est de l'ordre du jamais vu. Et alors, l'autre opportunité qu'il pourrait y avoir dans ces pays, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes de développement technologique qu'on a eu dans les pays qui ont vu Internet naître. On n'est pas obligé d'attendre que la défense ou que l'armée accouche de l'ARPA et que ça devienne civil et que ça se transforme en Internet. On peut sauter des étapes. On peut mettre en place des tokens économiques qui vont avoir des cercles vertueux qui vont permettre d'attirer des talents sur des problématiques qui ne sont pas résolues encore par la technologie. Des climats tech peuvent faire pas mal de choses parce que la zone est très cyclonique et ces cyclones sont périodiques. Donc ça, c'est des sujets qui peuvent même être financés par les États s'ils ont les moyens. C'est à étudier. C'est une question qui est large et qui peut être couverte par pas mal de manières, je dirais. Merci. Merci pour la réponse et c'est bien que tu aies en fait cette expérience parce que tu as pu justement nous lister tous les problèmes que tu as rencontrés. Peut-être un complément. Bien sûr. En fait, l'une des raisons pour laquelle ça ne se fait pas aussi, c'est que culturellement, la France et l'écosystème entrepreneurial, notamment tech français, a très peu de tropisme en direction d'un autre endroit que les États-Unis. C'est-à-dire que les Français sont obsédés par les États-Unis, sont obsédés par l'idée d'aller aux États-Unis et c'est en permanence ce dont on te parle. Et du coup, je pense qu'il y a un sujet qui est comment on arrive à emmener les gens en dehors, de ce dossier-là et effectivement, aller ailleurs. Moi, je sais que tout le monde me regarde comme un fou furieux dans la profession parce que je suis parti poser des boîtes, dans des pays improbables comme, effectivement la Côte d'Ivoire et ça, c'est quelque chose, d'important, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là. C'est 100% juste ça. C'est Un petit point, excuse-moi, juste un Vas-y. petit point pour Quentin. Par exemple, comme je sais que vous êtes entrepreneur et que vous avez une boîte Clever Cloud, est-ce que et que vous croyez aussi dans la diversification et l'expansion régionale, quelle est la place de la francophonie et vous pensez dans l'expansion des boîtes françaises? Selon vous, quelle est la place de la francophonie? Parce qu'au moins on partage la langue. Et que pensez-vous de Haïti, ce petit pays de plus de 12 millions d'habitants dans la Caraïbe? Très sincèrement, moi je fais dans la diversification autour de la francophonie. Alors j'ai commencé par des zones plus faciles parce que même fuseau horaire, parce que plus proche, parce que j'avais des contacts qui sont, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et donc, vraiment je travaille ce sujet-là. Le sujet d'Haïti, pour être sincère, c'est un sujet qu'économiquement et structurellement, je connais pas assez pour avoir un jugement dessus. Donc j'ai jamais creusé le dossier, haïtien. Par contre, le sujet Caraïbes global, j'ai un de mes très bons partenaires, qui vit à mi-temps et qui regarde fortement, le dossier, haïtien, avec nous et pas le dossier haïtien, mais le dossier des Caraïbes avec, vraiment, une volonté, d'aller dessus et qui globalement aujourd'hui regarde ce dossier-là, voilà, de très, très près. Ah d'ailleurs, à ce titre, c'est pas pour Haïti, mais tu parlais de la Côte d'Ivoire, ça bouge énormément aussi dans la tech, au Sénégal.
Oui, Alors, mais alors le Sénégal, ça se passait très bien jusque début janvier dernier, quand Emmanuel Macron a été expliqué à tout le monde qu'on nous avait quand même pas dit merci. Et là, brusquement, tous mes contacts au Sénégal ont arrêté de me parler. Je ne ah prenne plus oui, mes coups de téléphone, rien que dalle. Donc voilà. c'est effectivement, ça a un impact aussi. En tout cas, merci. C'était bien aussi de parler un peu de la francophonie. Je pense qu'un de ces quatre, j'inviterais aussi Farid Arab, qui a beaucoup travaillé avec la francophonie Madsden et qui connaît très très bien en fait le sujet. On pourra en faire un space spécifique. Merci pour la question et pour les réponses. On va passer à ni dupe ni soumise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour la qualité du sujet sur un space. Je m'attendais pas à se voir ce genre de thème. Et c'est parfait, je vais pouvoir rebondir, parce que vous avez parlé un peu de la hype que tout le monde parle des États-Unis. Donc, en fait, en introduction, vous avez dit que, et je partage bien sûr, hein, il y a eu une manque de volonté étatique, très clairement, qui n'a pas permis sûrement de passer des commandes et d'accompagner des initiatives qui ont pourtant été nombreuses ces 10 dernières années. Moi-même, je confesse, je travaille alors plutôt sur l'angle commercial dans le domaine du cloud depuis 2015. Donc clairement, j'ai commercialisé des services de GAFAM américains. Mais ça me permet en fait d'avoir vu évoluer un petit peu les questionnements, les inquiétudes du marché, des décideurs, des principaux clients. Alors pas sur les secteurs publics, plutôt sur le secteur privé. Et je dois quand même dire que même s'il y a eu un manque de volonté de l'État d'accompagner favorablement les multiples initiatives, bien qu'elles s'accélèrent là, ces derniers temps sur le marché français, la faute est aussi grandement, à mon sens, du côté du secteur privé. Il y a eu un moment, alors il y a eu au tout début, il y a eu le sujet du Cloud Act, où on s'est un peu posé des questions, mais bon, laisser ça de côté, c'était pas grave, fallait innover. Ça, c'était le moment où les entreprises commençaient à goûter un petit peu au service du cloud. Moi, je parle de la dimension, bien sûr, DSI, hein, et l'externalisation des systèmes d'information des entreprises. Et puis est arrivé le sujet de la RGPD. Alors la séisme, tout le monde se posait des questions. Ah bah, il y en a quand même des initiatives de cloud souverain, mais ah oui, mais il y a une dette technologique, on n'est pas au même niveau technologique. Ces entreprises qui voulaient absolument être sur du cloud américain et qui en consommaient même plusieurs, qui au final, bon, sans rentrer dans le détail technique, mais bien souvent ne consomment que des services purement d'infrastructure de services, c'est-à-dire que ils ne consomment pas finalement des services où il y a une vraie avancée concurrentielle sur ces clouds américains qui existent, hein, sur un certain nombre de services, mais dont clairement la plupart des entreprises n'ont pas besoin. Il faut dire les choses. Donc voilà, donc j'ai assisté à ça, à un moment où c'était ah oui, mais le niveau technologique est pas le même sur ces fournisseurs de services français. Pourtant, les services qui sont consommés dans ces cloud providers américains, clairement, ils rendent les mêmes services. Parfois, il y a des solutions avec des solutions open source qui permettraient justement de baisser un petit peu la dépendance à ces fournisseurs. Et pourtant, on sent qu'il y a quand même cette volonté de ah oui, mais il faut pouvoir quand même, les Américains, les gros, on est plus en sécurité. Ces initiatives françaises, si on investit et qu'on forme nos ingénieurs, on ne sait pas ce qu'il en sera demain. Est-ce que c'est une perte de temps? Donc il y a à la fois ce sujet, je pense, auprès des décideurs de l'IT en France dans le secteur privé. Et il y a le pendant aussi des écoles. C'est-à-dire que, alors je ne connais pas l'actualité Alors, aujourd'hui dans les excusez-moi, écoles d'ingénieurs. je peux vous Oui, inviter, bien ouais, parce sûr. qu'il y a plusieurs personnes qui lèvent la main. Si vous pouvez arriver assez Ah bah, rapidement je à conclus la fin. là-dessus, c'est Merci. que le pendant de ça, c'est aussi les ingénieurs eux-mêmes. Où c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu chez les ingénieurs la course à l'échalote des certifications de la compétence de la technologie du GAFA américain. Et il y a peu d'appétence pour ces services franco-français ou souverains ou européens. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire, entre guillemets, de lobbying, aussi auprès des ingénieurs qui sont finalement les premiers pourvoyeurs auprès dans les équipes en fait en interne dans les entreprises. Voilà, c'était mon point. Merci. Julien ou Quentin, vous voulez réagir à ce Moi, je peux témoignage? dire une chose rapidement, Oui. c'est que effectivement, il y a un sujet, c'est que certaines institutions académiques laissent rentrer des HP
des industriels qui vont former des étudiants à leur technologie et les rendre d'HP, Adobe et compagnie, là, qui vont rendre les étudiants, entre guillemets, dépendants de leur technologie pour trouver du travail. Ça, c'est le premier point, ça pose problème. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, ça va conjointement avec un autre problème qu'a l'Europe pour faire grandir ses GAFAM. Quentin a parlé à très juste titre tout à l'heure du rêve américain. En France, quand tu crées ta startup, et moi j'en ai déjà revendu 3, quand tu crées ta startup, faut lever de l'argent en fait. Tout de suite, on dit faut que tu arrives à faire une levée de fonds. Et quand tu arrives à faire une levée de fonds, tu es partout dans la presse. Waouh, c'est génial, il a levé, regardez, il a levé. Puis quand il a levé, ensuite le fonds, il va vous dire maintenant, faut cramer ton cash parce qu'il faut le cramer intelligemment. Donc là, voilà tout le portefeuille que t'offre un fonds d'investissement pour pouvoir cramer ton cash, évidemment avec beaucoup d'affiliations derrière, mais bon, ça tout le monde s'en doute. Et donc du coup, il y a les chasseurs de tête qui vont aller chercher des gens, etc., etc. Voilà. Puis vient le moment où on a cramé tout son cash, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas encore atteint le point de rentabilité, c'est-à-dire on n'a pas encore atteint le point d'inflexion où la boîte a remboursé la dette qu'elle a et elle commence à être cash flow positive, c'est-à-dire profitable. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relever. Et donc, en fait, ce système, il s'arrête jamais. Et la difficulté qu'on a, il se trouve entre la série A et la série B, voire même plutôt proche de la série B, parce qu'en fait, on n'a pas d'acteurs non étatiques français, on n'a pas de fonds d'investissement français, purement français, qui peut mettre des sommes qui vont dépasser les 30 millions dans une boîte à eux seuls. C'est-à-dire que s'il y en a, ils sont très souvent maqués avec des fonds US. Et c'est de là qu'il vient, en quelque sorte, le rêve américain. C'est un peu une sorte de ruée vers l'or pour l'entrepreneur qui pourrait typiquement être pris à la gorge et qui devrait lever dans des conditions déplorables. C'est-à-dire subir ce qu'on appelle un change control, c'est-à-dire perdre le contrôle de son entreprise et ne plus être l'actionnaire majoritaire. Plus tout ce qui va s'en suivre avec les difficultés au niveau du pacte, qui vont interdire en quelque sorte à l'entrepreneur de prendre des décisions clés, mais qui vont permettre au fond de reprendre le contrôle de la boîte progressivement. Et donc là, on a des exemples. On a Mistral, qui est une boîte française mais américaine parce que il y a eu un change control en faveur des investisseurs US. Hugging Face, c'est pareil. Datadog, c'est pareil. Dataiku, c'est pareil. Donc au final, on se retrouve dans une situation où ces fonds US qui ont investi dans ces boîtes vont truster les solutions US, vont truster les marchés US et vont même demander à l'entreprise d'avoir une présence aux US pour commercialiser aux US. Et là, je pense que vous avez compris le problème. Donc c'est ce cercle-là qu'il faut casser, en fait. C'est un excellent point. Je ne sais pas si Quentin voulait ajouter quelque chose. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je pense que effectivement les fantasmes qui ont été faits sur les États-Unis, et c'est ce que je disais, c'est on leur a dit que c'était pas difficile. Par ailleurs, la France est un pays relativement corrompu. Et ça, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, mais qu'on parle des sociétés. Ah oui, là, t'es cash, là. Hein. Ah, mais alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le classement de Transparency International. Ouais, j'ai même pas osé, mais il a raison. Hein. On passe notre temps à descendre dedans, c'est une catastrophe, quoi. Moi, je vais vous raconter quelques scènes, vous allez comprendre. La première, c'est le nombre de conseillers ministériels, de ministres, etc., à qui on va proposer un poste pour les recaser derrière. En fait, il faut savoir que les public servants français à corrompre, c'est pas très cher. Mais c'est valable aussi dans le privé. Et ce que disait notre intervenante et qui avait parfaitement raison, c'est la course à la certification, etc. Moi, je vais vous raconter une scène. Une fois où j'étais chez Club Med pour vendre une solution, je répondais à une demande d'expression d'offres, quoi, chez Club Med. Et j'arrive pour vendre cette solution, on est une dizaine dans la salle, je présente ce qu'on fait, etc. Et en fait, dans la salle, je me rends compte qu'il n'y a que des prestataires. Il y a personne de chez Club Med en propre, il y a que des gens qui sont en prestation chez Club Med. Et là, l'un des chefs dit texto, écoute, ce que tu proposes, c'est exactement ce dont on a besoin pour le projet. Par contre, moi, je suis bientôt en intercontrat, donc je préfère faire du Amazon parce qu'Amazon va m'aider à me recaser. Et voilà. Et voilà. C'est ça mon point. Il est là le problème aujourd'hui sur le marché. Et finalement, la technologie,
Enfin, il y a des décideurs, mais les vrais conseilleurs, c'est les gens dans les équipes quand même. Les gens qui décident en France se reposent sur des experts techniques, comme vous le disiez bien, même à la tête des DSI, même pas sans monter jusqu'au chef d'entreprise. Souvent, dans les grosses boîtes, c'est plus des techos, les mecs, hein. Donc, ils se reposent sur des sachants. Et c'est auprès de ces gens-là qu'il y a un problème, je pense, aujourd'hui. Ah oui, et oui, Ouais, et pas il que, est à hein. multiniveau, Pas que. comme tu le Mais disais, oui, le truc est à voilà. multiniveau. C'est-à-dire que moi, j'ai vu sur des sujets où il y avait une résistance à migrer à Microsoft Azure, un DSI se Ouais, faire voilà. démanteler par Capgemini, qui a mis un ancien de Capgemini à la place du DSI dans un grand groupe pour réussir à obtenir la signature de la migration sur Azure. Et quand je dis qu'il y a un vrai problème de corruption, en France, la corruption, c'est pas des valises de billets, c'est des petites faveurs, c'est des postes, c'est un poste pour la femme, c'est etc. qui, en fait, va progressivement générer une capacité d'influence de certaines structures sur d'autres. Et c'est vraiment quelque chose d'important à regarder et à comprendre, c'est qu'effectivement, on est tous aujourd'hui dans ce danger-là et la France a un Mmh. vrai problème de corruption et Transparency International le montre très bien. C'est un sujet qui est extrêmement tabou en France, personne ne veut l'entendre, mais on a un vrai problème de fidélité à son employeur, de fidélité à la nation et de regarder le problème global, et non pas juste de regarder son petit intérêt. Nous voilà avec un autre point encore dans le diagnostic. Merci beaucoup, ni dupe ni soumise. Juste comme nous avons Quentin qui doit nous quitter à 30 et qu'il est déjà 15 et que Raymond et Nicolas attendent depuis très longtemps, je vais faire circuler la parole et on reviendra avec vous si vous le souhaitez après. D'accord. Raymond, bonsoir. Oui, Bienvenue. bonsoir, c'est très très intéressant. Bon, moi, Merci. d'où je parle, moi, mon premier contact avec l'informatique date des années 80, donc même un peu avant, il y a 79. Et en fait, j'ai vu toute l'évolution qu'il y a eu depuis ces années. Bon, Juste un point, Raymond, si oui. vous pouvez être proche de votre micro parce que Ah, on alors vous attendez, alors donnez la entend. parole à quelqu'un d'autre parce que ça doit être. Oui, donc moi, je trouve que ça fait toute une carrière sur avoir dans l'informatique, avoir évolué. Et en fait, on s'aperçoit quand même que les GAFAM, à la base, démarrent d'un succès, les amène à un niveau très haut et qu'à partir de là, elles ont une stratégie d'assurer leur pouvoir et d'assurer en fait le développement de leur société tous azimuts. Et là où je rejoins Quentin, c'est effectivement le problème entre guillemets, du politique, comment le dire précisément, mais du politique et de la volonté politique euh, par rapport à ce qui a pu se passer au niveau de l'informatique en général. On a vu très tôt, en fait, de très bonnes idées, des très bonnes initiatives, hein, de la fibre optique, hein, 40 ans d'avance, en fait. Les... On vous perd un peu, Raymond. Oui. On vous perd un peu de temps en temps. Ouais, je remets ça. Donc, on a eu la possibilité en France, en fait, de faire beaucoup d'avoir plein d'opportunités. Et à chaque fois, il y a un petit bout de politique qui dit oui, puis 3 ans après ou 4 ans après, ça retombe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité dans la politique qui peut être faite autour des, on a appelé pendant un temps les nouvelles technologies. Et c'est ce manque de continuité, en fait, dans l'État qui fait qu'il y a plein de bonnes initiatives qui auraient pu mener à la création d'un GAFAM à la française ou à l'européenne et qui, à chaque fois, butent sur cette continuité qui n'y est pas. Donc, qu'est-ce qu'en pense Quentin par rapport à ça? Est-ce que mon analyse est correcte ou est-ce que lui a une autre vision? Alors, je suis assez d'accord avec cette analyse du manque de continuité et de permanence de la gouvernance. Je dirais qu'elle n'est pas uniquement problématique chez les politiques, c'est aussi un problème de nos organismes de représentation professionnelle. C'est-à-dire que comme on a une représentation professionnelle un peu déliquescence, avec pas vraiment d'unité
et on a essayé de mixer à la fois les boîtes de services et les éditeurs, on se retrouve avec des situations où en fait l'écosystème ne dit pas une seule chose. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on est très bon à un truc, c'est les boîtes de services. Et en fait, on a nos boîtes de services qui en fait ont beaucoup de salariés, cotisent énormément, sont énormes, et on se retrouve avec une situation où en fait ces boîtes-là prennent énormément de décisions dans le digital, alors que factuellement, c'est pas des éditeurs et ils ont pas une vision éditeur. Et je pense que l'une des clés, ce serait de réussir effectivement à trouver un point d'inflexion entre ces boîtes de services-là et ce que peuvent faire les éditeurs comme moi, parce qu'effectivement, la capacité à créer des produits dans le long terme, c'est un dossier d'éditeur et c'est une vision d'éditeur au quotidien. Et je pense que c'est un vrai sujet à construire. Mais je pense que tu vois ta vision sur le manque de permanence de la. Enfin, oui, on peut entasser plein la gueule des politiques et fais-moi confiance pour le faire de façon très régulière. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment de dire, je pense que notre incapacité d'avoir organisé notre filière de façon intelligente est également responsable de, tu vois, ce girouettisme politique. Et donc, ne leur entassant pas uniquement à eux dans la tronche, reconnaissons aussi que de notre côté, on n'a pas toujours été bon sur tous les sujets. Et voilà, c'est un peu l'ouverture que je ferai sur le sujet, c'est de dire, voilà, comment nous, on peut considérer qu'on peut faire mieux également. Merci beaucoup Raymond pour la question et ce point d'ailleurs que j'ai ajouté, ce manque de permanence ou de continuité politique. Nicolas Brondin, bonsoir et bienvenue. Merci pour votre patience. Non, merci de me donner la parole. Bonsoir tout le monde, Fadila, Quentin et Julien. J'avais une question pour Quentin, mais évidemment Julien pourra répondre également. Mais on a parlé tout à l'heure de cette espèce de cercle vicieux, alors qui a été pas mal abordé sous le thème des certifications, des startups, etc. Moi, il y a quelque chose que je vois dans mon quotidien, c'est tout simplement la formation, notamment la formation des ingénieurs et des développeurs plus spécifiquement, où on se retrouve avec en fait des technologies américaines qui sont enseignées par défaut entre guillemets, ou en tout cas aujourd'hui on est dans un cycle où on se retrouve avec des formateurs dans des écoles, pas que dans des formations courtes, hein, d'ailleurs ça arrive sur des écoles d'ingénieurs aussi, mais on se retrouve avec un intervenant qui a été élève 5 ou 7 ans auparavant. On lui a enseigné une technologie, je vais prendre AWS, on va dire, sur de l'hébergement, et non pas Clever Cloud à l'école. Et dans ses cours 5 à 7 ans après, il va réutiliser cette même technologie. Et c'est un cercle complètement vicieux. Outre le fait d'essayer de lutter en créant des contenus, en aidant des formateurs aussi eux-mêmes à se former sur des technologies françaises, est-ce que vous voyez un grain de sable sur lequel on pourrait appuyer pour un petit peu enrayer ce cercle vicieux tout simplement, qui je rajoute juste, mais qui en général, on le voit dans les GAFAM, les fondateurs des GAFAM, ce sont des techs, hein, en règle générale, et donc ça veut dire que nous, nos techs, même en sortie d'école, sont biberonnés déjà à ça, et donc ce qui va fortement influer sur le fait de construire des GAFAM européens ou pas, quoi. Moi, j'ai un mot pour toi qui me vient, c'est open source en fait. Il faut que l'État investisse dans l'open source. Il faut que l'open source ne soit pas un vivier de langoustes pour les industriels pour qu'ils puissent créer leur technologie à partir de technologies hautement propriétaires sans reverser à la communauté. Et il faut de notre côté aussi que les enseignants, beaucoup le font déjà, hein, mais que tout le monde académique ne parle que de standards open source et n'enseigne qu'à partir des standards open source. Ça permet d'éviter déjà ces dérives à l'origine. Et après, les entreprises sont très puissantes, hein. Enfin, les entreprises américaines sont très puissantes. Je peux parler de F5 Network qui, par exemple, a utilisé des moyens il y a plus de 10 ans qui étaient complètement à côté pour forcer l'usage de ces produits. Et puis il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont parlé de corruption tout à l'heure. Il y a une initiative qui s'appelle Anticor, qui est menée par une avocate que je vous invite à aller regarder.
qui se bat contre justement pas mal d'actes de corruption qui peuvent vraiment blesser la nation. Hein. C'est ce qui se passe. Hein. C'est quand Quant loupe le virage du moteur de recherche pour des raisons X ou Y. C'est un rendez-vous avec l'histoire qu'on manque, hein, parce que maintenant, en fait, la dette technique s'accumule, hein, et c'est très difficile de rattraper ces dettes avec le temps. Hein. T'as pas de moteur de recherche, t'as pas Gmail, puis après t'as pas. Il y a beaucoup de choses qui en découlent et qui font que les utilisateurs changent pas leurs habitudes facilement. Et biberonner les ingénieurs d'un côté, corrompre les DSI de l'autre pour qu'ils adoptent des solutions, corrompre aussi l'État, c'est tout un circuit qu'il faut démanteler. Hein. C'est une opération stratégique. Et juste pour que tout le monde comprenne, quand Julien dit t'as pas Gmail, tout le monde voit que lui il utilise Gmail et tout. Mais le point est pas là. C'est qu'en fait, quand t'as pas Gmail, quand tu veux entraîner sur la data Gemini, bah, Google, en fait, ils prennent la data de Gmail. Mais quand toi, t'as pas Gmail, bah, en fait, t'as pas de dataset pour entraîner ton concurrent à Gemini. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est des briques technologiques qui s'enchaînent. Et des fois, c'est un peu déprimant parce qu'on te dit, ouais, mais on va pas refaire ça, on va aller sur le truc suivant. Et tu fais, mais non, en fait, on a besoin du truc où, genre, on vous a dit que c'était important il y a 10 ans, c'est toujours important. Et donc, ouais, c'est un chemin critique. Le point qu'on avait il y a 10 ans, bah, en fait, vu qu'on n'a pas bougé dessus, il faut le faire maintenant. Alors, on va le faire plus vite qu'il y a 10 ans, parce qu'en fait, il y a plein de nouvelles technologies, on sait mieux comment c'est fait, il y a des papiers. Par contre, factuellement, faut quand même se le taper, les gars. Et ça, c'est vraiment un truc important à comprendre, quoi. C'est une chaîne de valeur industrielle. Tiens, j'en profite parce que JCW tout à l'heure, il m'a fait passer aussi un article que j'ai pas encore lu dans son intégralité dans les Échos. On a Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui dit: mon vrai problème aujourd'hui dans le domaine du numérique et de l'IA, c'est qu'on n'a pas de champion européen et que finalement, je me retrouve dans une situation où j'ai pas le choix entre Amazon, Google ou Microsoft. J'ai l'impression d'être coincé et je suis pas à l'aise. Non, mais ça, c'est. T'as vraiment envie de dire, ouais, gros, enfin, tu les as construits, tes monopoles, en fait. C'est ça. Mec, en fait, le truc, c'est, va filer 5-10 millions à l'écosystème local, tu verras ce qu'il fait, et fais-les grandir. C'est toi, en tant que leader, tu vois, en tant que grosse structure, qui doit co-construire ces deals-là. Et c'est évident. Et donc, oui, aujourd'hui, il va aller chouiner en disant, ah, bah, il n'y a pas de leader, et donc, du coup, c'est logique que je bosse avec les Américains. Bah non, en fait, il n'y a pas de leader parce que tu n'as pas aidé à les construire. Et puis quand il fallait choisir des systèmes d'exploitation pour faire tourner ses serveurs, il a choisi Microsoft alors que Linux était là, il était gratuit, il y avait des solutions françaises, il y avait des très bonnes boîtes françaises qui étaient capables de faire l'intégration à un coût qui était bien moindre. Ça, c'est l'hôpital qui se coule de la charité pour moi. Alors, clairement. Comme je sais que Quentin va nous quitter un peu plus tôt, Julien, tu restes encore avec nous un petit peu? Oui, je peux rester encore une vingtaine de minutes. Ouais, parce qu'il y a donc JCW qui va reprendre la parole, Christophe qui est monté, mais il y avait Monsieur P qui attendait. Juste des nouvelles un petit peu du sondage de l'audience, hein, parce que vous savez aussi qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui participent plutôt au sondage ou par écrit. Alors, j'avais posé la question, la France peut-elle encore y arriver? Avec 3 réponses suggérées. Oui, avec un vrai plan Marshall Take. 2, non, on a raté le virage. Et 3, seulement en niche. Eh bien, figurez-vous, on en a 2 qui arrivent un petit peu en tête, avec un vrai plan Marshall à 40,9% et seulement en niche 36,4%. Donc, j'ai posé aussi une deuxième question, notamment si c'était une niche, quelque part, dans quel secteur? L'IA, le divertissement, la cybersécurité ou aucun, c'est trop tard. Aucun arrive à 36% et si après, c'est plutôt cybersécurité. Divertissement, c'est le plus faible, hein, a priori, voilà. Et il y a 16%. Donc, grosso modo, on va dire que notre audience aussi aujourd'hui pense qu'il faudrait un vrai plan Marshall et probablement dans une niche. Et si c'était la niche, ça serait davantage en fait la cybersécurité. Envie de réagir, Quentin, Julien? Vas-y, Quentin. Je pense que je te laisse la parole là-dessus. Oui, avec plaisir. Alors, en fait, je pense que, tu vois, encore une fois, on nous dit, c'est pas possible sauf miracle. Moi, je vais être franc avec vous, je le pense pas. Je pense que des fois, il nous faut pas grand-chose.
Nous, la R&D chez Clever, ça a cramé, 3 millions l'an dernier. Quand on voit ce qu'on sort, c'est monstrueux. Au lieu de nous coller des projets en face, complètement sponsorisés par l'État, qui crament 50 patates en 2 ans, on nous donnait ne serait-ce que 10 millions. Bah, quand on voit ce que j'en fais avec 3, le monde changerait, quoi. Et encore une fois, c'est qui prend les décisions, comment on avance. Et je pense qu'on a, enfin, encore une fois, la tech, c'est quand même le milieu qui change le plus vite, avec la plus de capacité de transformation possible. Et je pense qu'on est dans un monde où on a toutes les cartes pour réussir à changer. Donc, moi, le discours défaitiste, vraiment, je ne le prends pas. Regardez ce qu'on a fait avec Mistral. Mistral, c'est incroyable. Alors, OK, la boîte est plus vraiment C'est ça. française. OK, Mm. plein de choses. Mais ça reste une technologie française, financée française. Ça aurait parfaitement pu se faire intégralement en France, Mistral. On manquait juste des données. Mais c'est pour ça hein, que Mistral a été obligé de faire des deals. Mais, mais en fait, c'était possible à faire. Et donc, cette capacité, en fait, à avoir une politique industrielle, ce serait juste une décision et décider de consommer. Et c'est ce que je disais au début. C'est arrêter de penser que l'informatique, c'est sympa, c'est un truc de geek. C'est le sujet le plus important du moment pour faire survivre le mode de vie de la nation, en fait. Mm. C'est ça Et l'enjeu. j'ai Ouais, une, 100% d'accord. j'ai une dernière question assez rapide. Enfin, je ne sais pas si elle est rapide, mais est-ce que vous croyez encore à un EDF numérique français ou plutôt un Airbus numérique européen? Moi, je crois pas à des grosses structures pour faire des disruptions d'innovation. Moi, je pense qu'il faut prendre les quelques boîtes qu'on a qui sont tenues par des gens qui savent de quoi ils parlent et qui font avancer les sujets. Il faut leur donner la béquille, c'est-à-dire il faut pas les ensevelir sous le pognon, mais il faut leur donner la béquille, il faut leur donner des usages et il faut transformer les choses. En fait, Donald Trump, il nous lance un défi. C'est une énorme chance qui nous arrive. Sous Biden, on avait un massacre lent et progressif où on ne voyait pas ce qui nous arrivait. Mais là, Donald Trump, il nous lance un énorme défi et on se retrouve dans une situation où, en fait, peut-être qu'on va pouvoir réagir. Et ça sert à rien d'aller coller 300 milliards sur une seule boîte, même la mienne, hein, en disant maintenant, fais-nous le DF, le Airbus européen du truc. Ce qu'il faut, c'est dire, bah, on va migrer une partie du cloud de l'État dessus, pas tout, pas la majorité, mais une partie. On va te demander de faire ça, ça et ça. Et en fait, on a des besoins dans tel truc. Est-ce qu'on peut te poser la question de comment tu pourrais répondre à ces besoins-là avant de mettre le cahier des charges en public? Et peut-être qu'il y a une autre start-up qui serait capable de s'associer avec toi, etc. En clair, avoir une politique industrielle. En fait, ce que je suis en train de créer, ça s'appelle une politique industrielle. Et c'est comme ça qu'on a fait des géants comme Alstom, c'est comme ça qu'on a fait les centrales nucléaires. En fait, c'est vraiment avoir des ingénieurs qui pilotent les programmes industriels de la France et capables de comprendre qui sont les gens, en fait, qui vont répondre aux problématiques du Et il pays. faudra aussi davantage se protéger contre les lois. Ça y est, j'ai oublié le nom. Extraterritorial. Merci. Extraterritoriales qui nous ont fait perdre Alstom, entre autres. Comment dire? C'est d'ailleurs un sujet passionnant, hein, qui est la weaponisation de la loi par le Department of Justice. Et c'est un sujet où si tu as besoin d'intervenants, je peux t'en recommander. C'est un sujet qui est vraiment Ah, passionnant, je quoi. veux bien. Et en C'est plus, très, très malin la façon dont ils j'étais en travaillent. contact aussi avec des journalistes qui avaient un super documentaire. Il faudrait aussi que je retrouve leurs traces sur le sujet des lois extraterritoriales. C'est extrêmement passionnant et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et on ne se rend pas compte en fait que ça, je trouve, hein, c'est une des grosses pierres dans la chaussure que nous avons. JCW et Masden, je vais vous faire patienter. Je sais que vous avez redemandé la parole, mais il y a des personnes qui n'ont pas pu intervenir encore. Christophe notamment qui a eu des problèmes de connexion. Je l'ai vu en intervenant, qui a redescendu, etc. Et Monsieur P après. Et Quentin, tu nous dis quand tu pars et comme ça on te dit au revoir convenablement. Christophe, bonsoir. Est-ce que ça marche cette fois-ci? C'est bon? Bonsoir Fadila, est-ce que tu m'entends Parfaitement sans bien. bug? Bienvenue à toi. Merci. Ouais, sur la constitution de GAFAM en France, il y a plusieurs possibilités, tu en as cité plusieurs. EDF, l'EDF de l'intelligence artificielle ou d'un GAFAM, la version Airbus, il y a la version start-up à la mode américaine qui est le système actuellement en France, et puis il y a
aussi un autre système, la startup en version chinoise, qui fonctionne à l'envers de la startup américaine. Alors, sur Airbus, un Airbus GAFAM, de mémoire, peut-être que je vais dire une erreur, mais lorsqu'on a eu des problèmes avec Alstom, avant que les Américains mettent la main dessus, Montebourg avait tenté de faire une alliance, pas une alliance, une fusion avec Siemens sur la branche rail, je crois, ou quelque chose comme ça, et l'Union européenne avait interdit la fusion pour des raisons comment on appelle ça, quand on est un seul sur un marché. Un truc de monopole. De monopole, ou enfin voilà. Donc Airbus a été possible à une époque où l'Union européenne n'existait pas. C'était une volonté française qui est partie de Sud Aviation, et puis qui, en utilisant les compétences allemandes et britanniques, et puis d'autres, on a réussi à faire un conglomérat. Mais ça serait plus possible aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Sur l'EDF, vous en avez parlé. Tu sais que j'ai mon opinion là-dessus. Je ne vais pas la remettre en route puisque mon temps est compté. Par contre, j'aimerais centrer mon propos sur la difficulté de monter des startups sur le modèle américain, c'est-à-dire avec une sortie par la vente de la boîte ou la mise en bourse, qui quasiment systématiquement se termine par les meilleures startups françaises finissent aux États-Unis. Mistral, on n'y est pas encore, mais c'est l'issue qu'on va vivre de Mistral. On se dit, on a fait une magnifique technologie avec des ingénieurs français, et en définitive, elle va certainement profiter aux Américains, et on se retrouvera tout nu, où il y aura peut-être un autre, mais voilà, donc c'est un vrai problème. La grosse différence qui existe entre le modèle startup américain et le modèle startup chinoise, ça marche à l'envers. Aux États-Unis, on a des fondateurs qui au départ ont 100% du projet, le présentent à des investisseurs, et au fur et à mesure qu'ils vont faire des levées de fonds, ils vont perdre du pouvoir sur l'entreprise. Donc, ils vont être de moins en moins propriétaires de leur entreprise jusqu'à devenir minoritaires. Et puis, si ça devient une très, très grosse entreprise, ils auront 10% à la fin. Et le reste, ce seront les investisseurs divers qui auront mis de l'argent et qui seront les actionnaires principaux. Les Chinois, ça marche à l'envers. C'est ça qui est amusant. C'est que l'État a décidé, alors ils ont un commissariat au plan comme on avait dans les années 50-60 sous De Gaulle et dans la 4e République. L'État décide dans tel secteur qu'il leur faut 3 ou 4 entreprises. Ils vont chercher, donc avec quand je dis l'État, le commissariat au plan, va chercher dans les universités les meilleurs projets, et elle dit aux gens qui ont les meilleurs projets et qui souhaitent le transformer en entreprise, écoutez, on est prêt à vous mettre 1 milliard sur la table sur plusieurs années pour que vous démarriez votre projet. Vous aurez 0 part au début. Et si au fur et à mesure que vous réalisez vos objectifs, vous allez monter en puissance en nombre d'actions que vous posséderez dans l'entreprise. Et alors, je ne sais pas exactement s'ils deviennent majoritaires ou s'ils restent toujours minoritaires, mais je trouve le système vraiment intéressant parce que ça permet d'aller chercher des agents privés, donc des humains qui ne sont pas des fonctionnaires, et de les motiver au résultat, mais à l'envers. Et donc, à la fin, ce qui permet à la fin d'avoir une entreprise qui n'est pas rachetée par un Américain, puisqu'elle n'est pas vendable. Voilà, je ne sais pas ce que pense Quentin de ce système, mais je trouve qu'il serait très séduisant pour la France. Très rapidement, si la question se pose à moi, et après je pense que Julien a plus de choses à dire que moi là-dessus, parce que moi je suis quelqu'un qui a en fait refusé un peu le modèle traditionnel de la startup en disant on va faire de la croissance organique et ça ira bien. Le point est de dire le plus gros problème qu'on a pour racheter des boîtes en France, c'est que tout simplement nos grands groupes ne veulent pas. Et c'est ce que je disais sur la collaboration startup-grand groupe. Moi je me suis retrouvé pas plus tard qu'hier dans une discussion avec un grand groupe en France qui, alors que nos catalogues se complètent, les choses qu'on pourrait faire ensemble seraient intéressantes et ça ferait plus de business et surtout ça bloquerait le marché pour les Américains, le mec m'a regardé et m'a dit « Mais nous, on n'a pas besoin de toi. Qui t'es ? T'es une boîte, t'es un connard avec une boîte de 100 personnes. T'es qui ? Va te faire foutre. Nous, on n'a pas besoin de toi. » Mais c'est pas, en fait, c'est pas vrai.
On a besoin l'un de l'autre. C'est juste qu'un grand groupe français considère qu'il n'a pas besoin. Et les grands groupes français ne rachètent pas les startups parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent faire mieux en interne. C'est quoi cette bande de connards? Les mecs étaient quoi, 30? Mais on est meilleur que ça. Nous, on a le feu de l'enfer à déclencher sur leurs épaules. On a toute la puissance des grands groupes industriels français. Et ils ne comprennent pas que le talent, en fait, ça ne s'achète pas. Le talent, c'est effectivement ce moment où tu es obligé d'aller acheter une boîte très chère. Que WhatsApp, c'était une boîte de 30 gus quand ça a été acheté 18 milliards par Facebook. Et donc ça, c'est un premier gros problème. Et après, tu peux créer tous les modèles que tu veux de capitalisation, de machin, etc. Le vrai problème est d'être capable de comprendre que parfois, pour être capable de générer quelque chose d'intéressant, eh ben en fait, il faut accepter l'extérieur. Et si tu veux, c'est le même problème quand l'État te dit il y a jamais de problème dans l'État. Regarde, moi, c'est ce qui me rend ouf. À chaque fois que j'ai un discours de ministre, tu te pointes à Bercy au vœu du numérique et tu as 4 ministres qui vont t'expliquer les uns à côté des autres que tout va très bien, Madame la Marquise. Tu prends tous nos chiffres dans le digital, c'est une catastrophe. Je veux dire, la situation, c'est une catastrophe. Tu prends tous nos chiffres, la seule chose qu'il faut savoir à propos de notre métier, c'est que putain, on s'est planté, quoi. Et ça, en fait, on ne le dit pas. À chaque fois, c'est un succès, tout va très bien, l'État n'a pas besoin d'aide, les choses sont positives. Je prends nos chiffres, c'est pas bon, tu vois. Mais on a vraiment, pour moi, ce tropisme-là qu'il faut combattre, qui est cette incapacité-là à travailler ensemble et à se dire, putain, il y a un truc qui va pas, ça merde, faut qu'on change de méthode. Non, j'ai une autre anecdote pour te répondre. Tu vois, je me suis pointé il y a pas longtemps à la Commission européenne et c'est assis en face de moi un mec qui m'a dit, ça fait 25 ans que je gère les programmes de financement de la digitalisation de l'Union européenne, tout va très bien. Et dans ma tête, tu vois, je lui ai pas dit ça évidemment parce que tu veux pas te permettre de dire ça à ce mec-là, mais j'étais là genre, mais mec, si ça fait 25 ans que tu fais ce boulot, mais gros, démissionne. Enfin, quand tu as vu les résultats que tu as obtenus, merde, mais mets-toi un coup de pompe au cul et la décence de te tirer, quoi. Et tu vois, on a un vrai problème à reconnaître l'erreur dans nos grosses organisations, que ce soit l'État ou les grosses entreprises. Merci Quentin. Julien, une réponse concernant le modèle chinois que suggérait Christo? Quand j'entends la réponse de Quentin, je suis mort de rire en fait. Oui, je sais, j'ai vu ton emoji. C'est vraiment, ouais, il a raison. J'ai envie de dire, j'aime bien le modèle, mais le meilleur modèle en fait, c'est le meilleur argent que tu lèves en fait, c'est celui que tu lèves auprès de tes clients en fait. C'est les ventes que tu fais auprès de tes clients. Il n'y a pas de meilleur argent. Aujourd'hui, moi, j'ai revendu Buster.ai. J'en suis plus le CEO. Je continue à aider à diriger l'entreprise de loin. Mais suite à ça, j'ai quand même créé plusieurs entreprises. Et moi, je continue à te présenter comme ça. Oh, tu peux. Okay. Tant que ça leur fait du bien, je les aide aussi, hein, tu sais, mais il n'y a pas de problème. Mais là, en fait, quand tu as raison, j'ai beaucoup fait un peu j'ai un peu testé tous les modèles possibles de la Silicon Valley entre guillemets, puisque finalement le modèle des startups français, quand on voit Station F, bon bah c'est presque un copy-paste de la Silicon Valley. Il a pas tort Niel de faire ça en fait. Mais in fine, aujourd'hui, tu veux créer une startup, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce qu'on appelle les blueprints de Y Combinator et tu les appliques quasiment à la lettre. À un point où certains entrepreneurs en France ont fait de leur métier national de créer des copycats. C'est-à-dire de se dire, je vais regarder quelles sont les startups aux États-Unis qui ont scalé, c'est-à-dire qui sont passés à l'échelle et qui ont réussi leur vente et qui sont pas encore en France. Je vais prendre le marché français, je vais m'appeler presque comme elles, je vais tout faire pour leur faire des gros appels du pied. Pourquoi? Pour qu'ils me rachètent. Et je vais faire la double culbute de lever et d'économiser avec crédit impôt recherche, jeune entreprise innovante, crédit impôt innovation, crédit innovation et compagnie, subvention de la BPI, subvention à droite à gauche, et après de tout revendre aux US. Et donc du coup, bah ça marche bien comme modèle, ça pour certains entrepreneurs. Quant au modèle chinois là, mais il existe déjà en fait. C'est tout simplement ce qu'on appelle les obligations convertibles. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une forme de BSPCE ou de stock option qu'on va donner aux fondateurs, parce que qu'est-ce qu'on veut des fondateurs? Finalement, c'est eux qui drivent la barque. Le jour où ils partent, c'est compliqué. Donc, on essaye de les vester, c'est-à-dire on essaye de les retenir dans l'entreprise le plus longtemps possible
pour qu'il soit, allez, je vais vraiment appuyer sur le bouton et tirer le trait, utiliser tous les termes du Y Combinator pour qu'ils soient entre guillemets skin in the game, c'est-à-dire pour qu'ils y mettent leur peau, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent plus partir parce que ils restent dans l'entreprise, parce qu'ils visent la reward à long terme. C'est-à-dire que l'entrepreneur, ce qu'il fait comme calcul, c'est si je vais bosser en CDI dans une grosse boîte où je vais m'ennuyer comme un rat mort parce que il y a une bureaucratie en France, il y a tous les problèmes de corruption, de parti pris et compagnie qu'on a évoqué au début. Si je bosse dans une boîte française comme ça et que je suis, mettons, à un très bon salaire entre 150 et 200 K parce que je suis brillant, soi-disant, ou autre, et même en bossant 4 ans comme ça, ce que j'aurais réussi à capitaliser après avoir perdu environ 40% de ce que je gagne en impôts, en charges, etc., ça représentera pas ce que je pourrais faire sur une vente d'entreprise en trimant pendant 5 ans. Et donc, du coup, les Chinois, eux, ce modèle que tu dis être chinois, mais qui existe déjà même aux États-Unis, c'est en fait, on va essayer de dire, on va pas débloquer des parts et des actions, des titres sur un vesting lié au temps, mais on va débloquer, et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mes entreprises d'ailleurs, on va débloquer des titres aux salariés sur atteinte d'objectifs, sur des paliers. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement l'État qui drive ça, c'est le board. Et en fait, le board, lui, décide de dire, quand on a atteint tant de revenus récurrents, on débloque un quart des parts de chacun, un quart des stocks options qu'ont les employés. Ils ont une option d'achat au prix initial. Puis, quand on a fait ça, on débloque ça, etc. Très rapidement, parce qu'on, comment dire, il y a Monsieur P qui attend, et voilà. Merci. Le mécanisme se ressemble, sauf que dans le mécanisme que tu décris, à la fin, il y a une sortie, c'est-à-dire une revente de l'entreprise dans lequel on fait les comptes, alors que dans le modèle chinois, il n'y a pas de revente de l'entreprise à la fin. Et c'est ça toute la différence. Pas forcément, tu peux être listé. Mais tu peux être listé aussi. Tu peux aller viser un listing sur une IPO, une ICO. Il y a d'autres options, mais c'est vrai que la majeure partie des cas, il y a ce rêve américain. Oui. Il y a pas. En France, il n'y a pas d'IPO, quasiment. Oui, mais ils sont au Nasdaq, comme à Criteo. Enfin, Criteo, par exemple, moi, je l'ai vécu. J'y étais au moment où c'est arrivé. D'accord, mais il n'y a plus de GAFAM français dans ce cas-là. Oui, mais je pense aussi que dans le modèle chinois décrit par Christophe, il n'y a pas toutes les composantes en fait du modèle. Il n'y a pas de la partie politique, le parti. Et je ne sais pas quel est l'exit en Chine. Si les gens veulent exit, je ne sais pas comment ils font. Est-ce qu'ils ne sont pas Il n'y a pas d'exit. C'est l'État qui met des fonds. Et il n'y a pas d'exit. Oui, mais il y a pas toutes les composantes. L'État reste. Rappelons-nous du PDG de comment ça s'appelle, c'était Alibaba qui a disparu à un moment donné. Ouais, Jack Ma, ouais. Oui, voilà. Mais ça. Donc, politique. C'est un modèle où le PDG effectivement n'est qu'une marionnette. En fait, il n'y a pas de bon modèle, il n'y a pas de modèle idéal, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là-bas, typiquement, la réussite. La boîte, elle est peut-être possédée par le PDG, mais je ne sais pas quel est le pacte d'associé que le PDG a avec l'État. Peut-être que l'État peut à tout moment dire que si le PDG dérive ou flex un petit peu trop, entre guillemets, il perd toutes ses actions à la valeur nominale. On a ce genre de cas. Faut vraiment voir le détail du pacte d'associés, en fait. C'est bien, c'est un bon modèle, je trouve que c'est un bon modèle, mais parfois le diable se cache un peu dans les détails, et que ce soit en Chine ou aux US d'ailleurs, ou en France même. Il n'y a pas de modèle idéal. Oui, puis je pense que je pense sincèrement, Christophe, que dans la description, il n'y a peut-être pas l'ensemble, en fait, il n'y a pas tout le modèle, en fait. Monsieur P, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Merci pour la patience. Non, je vous en prie. Ma grande peur, c'était que Quentin s'en aille avant que je puisse parler, mais a priori, il est encore là et je le remercie. J'avais découvert Quentin il y a quelques jours suite à une vidéo sur Underscore, et c'est là où j'ai découvert d'ailleurs sa société par la même. Je trouvais son discours très intéressant, et encore ce soir très intéressant aussi. Si je puis me permettre, étant Je te remercie au passage, c'est très gentil. Étant un vétéran. Ah, désolé. Ouais. Oui, je vous en prie. Étant un vétéran de l'IT, ayant commencé à travailler avant la première bulle Internet dans l'informatique, j'en suis venu. Alors voilà, parce que il y a effectivement, Quentin, tu parles de gens comme ça où
tu devrais pas être fier de tes résultats si ça fait 25 ans que tu gères l'IT ou les projets numériques en Europe, effectivement. Mais en fait, moi, j'en suis venu définitivement, je répète bien ce mot, à conclure que l'approche du numérique en France particulièrement n'est qu'une vaste entreprise de détournement d'argent public. C'est une vaste escroquerie de détournement d'argent public. Et en fait, cette explication permet d'expliquer énormément de choses, enfin permet d'expliquer le plus de choses possible, le plus de comportements, le plus d'échecs, le plus de stratégies, contradictoires, inefficaces. Tout cette simple constatation que ce n'est qu'une vaste mécanique de détournement d'argent public, finalement remplit toutes les cases. Voilà, permet d'expliquer tout. Et donc par là même, et je bosse encore dans l'IT, hein, donc je fais partie de cette œuvre, hein, finalement à ma petite mesure, malheureusement, puisque c'est ce qui nourrit ma famille et c'est ce qui paye mon loyer. Mais en fait, grosso modo, globalement, à l'échelle du pays, voire même aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, 100 ans, eh bien, effectivement, on est intégralement dans ce mécanisme-là de détournement d'argent public. Et deuxième point, il y a quelque chose sur lequel je voudrais, et j'ai vraiment un point de vue que je pourrais développer, pas forcément ici, parce qu'on n'a pas nécessairement je n'ai pas le temps et puis il y a les contraintes pour d'autres, c'est que l'open source, pour moi, est une vaste fumisterie. Et je vous dis ça en tant que, officiellement, expert open source, performance, Linux. Voilà. Et que ça fait 25 ans, enfin, depuis 1997 que je fais du Linux, du BSD, et que je travaille essentiellement dans ce domaine-là. Je n'ai jamais touché un Windows de ma vie professionnellement. Donc, j'ai des contributions dans le kernel Linux, j'ai des contributions dans divers projets open source majeurs de code, et je vous dis littéralement que c'est que de la vaste fumisterie. Et Quentin, par rapport, j'ai cru comprendre que tu avais des développeurs foufous qui s'amusaient à développer des hyperviseurs custom, peut-être pour tes technologies de cloud, très bien. Eh bien, en fait, j'ai découvert une personne, par exemple en France, un Français, un ingénieur de Supélec, à mon avis, doit être proche de la retraite aujourd'hui, sur LinkedIn, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que j'étais en recherche de travail. Et je t'invite, toi, personnellement, parce que je pense que tu as l'acuité intellectuelle à saisir les opportunités et à voir les choses de manière intéressante, de te rapprocher d'une société qui s'appelle Hyperpanel, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Hyperpanel, française, et d'un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Astier, qui est donc le CTO, le directeur technique de cette société. Je ne sais pas si tu le connais déjà, peut-être que... Alors, je connais pas Hyperpanel, par contre, j'ai déjà entendu parler de Jean-Yves Astier. Oui, alors Jean-Yves Astier, en fait, c'est le papa du... Je vais aller regarder tout de suite le voilà, sujet. Hein. En fait, Jean-Yves Astier, c'est le papa du décodeur de Canal+, en particulier. Voilà. Et parce que en fait, une des raisons pour lesquelles en fait nous sommes Monsieur P, désolé, oui. mais oui, très bien, très bien. Je vais conclure, mais en tout cas, j'invite vraiment Quentin, voilà, à titre d'aller voir Hyperpanel et Jean-Yves Astier, de se mettre en relation avec lui et d'aller le voir, discuter hyperviseur, discuter de sa technologie à lui et de voir comment en fait vous et lui vous pouvez travailler ensemble sur ton sujet à toi. Et à mon avis, il y a des choses... Eh ben, écoute, je suis déjà sur le site de trucs et je regarde déjà. Merci déjà pour la suggestion. Je vais te dire pour être... non, mais parce que l'open source... Je tiens à dire que on trouve des trucs incroyables en ce moment dans le marché. Et là, moi, par exemple, j'ai passé une partie de la journée avec une boîte qui vient du plateau de Saclay, qui est en train de faire un truc en hypervision qui... Et encore une fois, on écrit du code dessus. Moi, m'a scotché, littéralement scotché. Et ils m'ont tué dessus, et ce qu'ils sont en train de faire est incroyable. Et vraiment, on a des pépites technologiques, vous n'imaginez même pas la révolution pourrait être ce truc-là s'ils arrivent au bout de leur projet. Et donc, je te remercie parce que le problème de toutes ces boîtes-là de technologie de rupture, c'est qu'elles sont introuvables. C'est hyper chiant de les le problème, et donc, c'est grâce à des gens comme ça qui me disent « Ah, au fait, t'as vu machin ?» qu'on finit par les trouver et qu'après, on peut intégrer les produits et en faire un truc... un gros succès financier pour tout le monde. Ouais, tout à fait. Et un deuxième problème aussi, c'est, je pense, justement, je crois qu'une des grosses différences qu'il y a entre les Américains et les Français, en particulier parce que je suis français, c'est que on ne valorise pas
la technique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah ça, et donc tout à l'heure, ça rejoint son point d'ailleurs. Il l'a dit tout à l'heure. Et tout à l'heure, on parlait de gens qui disaient oui, mais les conseillers techniques, etc., etc. Moi, je vous dis, moi personnellement, je ne suis pas fidèle à des gens qui ne voient pas en moi ma qualité technique et qui me mettent en concurrence en termes de travail face à des gens à 220 € au jour qui viennent de l'étranger, qui sont sous-formés, qui sont des simples exécutants et qui n'ont aucun esprit d'initiative, aucun esprit critique, aucune analyse, aucune technique des fondamentaux de l'informatique. Enfin, je vais être vraiment très cinglant ce soir, mais je pense que 99% des gens qui prétendent être dans l'informatique ne comprennent pas ce que c'est que l'informatique et sont juste là pour remplir le frigidaire et faire la danse du ventre, quoi. Non, mais sincèrement, donc tant qu'on est, parce que tout à l'heure on disait oui, les startups américaines, oui, mais c'est des codeurs qui ont commencé le truc, oui, c'est vrai. Et c'est les codeurs qui restent. Et d'ailleurs, en fait, l'IPO, elle reste. Il y a beaucoup de. Enfin, tout à l'heure, on a parlé de WhatsApp. Sachez que, en fait, le développeur de WhatsApp, c'était un pote avec lequel je discutais en IRC en 98-99 dans un groupe très privé qui s'appelle Woo. Et si vous cherchez Woo, W00, W00, en fait, il est surnommé The Billionaire Club, The Billionaire Hacker Clubs. Voilà, donc il y a eu Napster. Napster, c'était un gamin de 19 ans avec lequel je discutais aussi en IRC. On était sur la même chatroom. Monsieur P. Et donc, non, ce que je veux dire, je vais juste terminer là, c'est que en fait, en France, on est 2 Français à avoir appartenu à ce groupe d'ailleurs, on est toujours en discussion sur Slack. Maintenant, on n'est plus sur IRC. Et les 2 seuls Français qui ont appartenu ou qui appartiennent à ce groupe de millionnaires et de milliardaires de l'IT, en fait, on n'est ni millionnaire ni milliardaire. Voilà, parce que l'environnement français, il est merdique. Donc il y aura jamais de GAFAM en France, à mon sens. Voilà, tant qu'en fait on sort pas de cette mécanique de détournement d'argent public à l'échelle industrielle. Voilà, c'est tout. Merci pour ce point et surtout ce témoignage d'expérience. On arrive vers la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai tout noté. Je te remercie pour ce point-là. N'hésite pas à m'écrire. Je profite de la situation également pour te dire d'abord merci beaucoup Fadila, merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour la qualité de ton travail. Et il faut absolument que j'exite à présent. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et comme d'habitude, mes DM Twitter sont ouverts. Après, c'est un bordel sans nom, j'arrive jamais à y répondre à tous. Mais si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas, soit sur LinkedIn, soit sur ça. Et encore merci et bravo pour tout ton travail, Fadila, et merci de m'avoir invité. Et toi, merci également pour ta franchise et ta dispo. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils apprécient en fait ce space. Julien va rester avec nous, juste on va clôturer parce qu'il y avait 2 personnes qui voulaient revenir, JCW et Mazden. Je vous demanderai juste de veiller à être concis, qu'on ne termine pas trop tard. JCW et Mazden et voilà, et donc votre point, si vous voulez bien. JCW, oui. Voilà. Merci. De quoi sur tes sondages, en fait, pour eux, il n'y aurait jamais de plan Marshall de la tech. Parce que tu te doutes bien, Maître Fadila, que les industriels ou les grands patronats, ils vont jamais mettre la main à la poche pour favoriser, pour permettre l'émergence d'entreprises qui peuvent tenir la route sur le long terme. Et en plus, de toute façon, ici, les États européens, en matière de financement, ils en ont pas. Donc vous vous doutez bien que c'est soit ils comptent sur le grand patronat, ou alors ce sera les pays comme l'Arabie Saoudite, Qatar, Chine, États-Unis. Donc vous êtes bien rendu compte que quand Emmanuel Macron a voulu se servir d'un jouet qui est l'intelligence artificielle, comme par hasard, on a vu l'Émirat arabe uni faire un financement de, je sais pas si c'était je sais pas combien de milliards pour l'intelligence artificielle et des data centers. Donc vous comprenez bien que même pour le cinéma français, c'est pas rien. Tout est une question de financement, le sport et autres. Donc vous comprenez bien qu'il y a certains pays en Europe en fait qui jouent pas en gros dans la même cour. Alors JCW, vous êtes en train de démontrer un des points que Quentin nous a donné au début de ce space, quand je lui ai demandé les 4 points qui pour lui étaient essentiels de pourquoi aujourd'hui on ne décolle pas. Il a cité justement sur le plan culturel que nous étions persuadés que nous n'allions pas y arriver.
Parce que vous avez bien vu que, par exemple, la Chine, par exemple, ils se sont dit, on ne veut pas être dépendant de l'États-Unis d'Amérique. Ou l'Inde, ils ont fait leur propre truc, ce qui n'a pas été le cas, c'est-à-dire en Europe. Donc, on comprend bien ici, il y a quand même en Europe une question de rapport de force et de vassal des États-Unis d'Amérique. Donc, vous doutez bien que ça, ils allaient jamais. J'entends. Oui, parce que vous avez, quand vous avez cité le cas d'Alstom, on a même mis en plus des bâtons dans les roues. Et en plus, vous avez vu l'implication du mari de Valérie Pécresse. Alors, Alstom, c'est un autre point, on l'a cité tout à l'heure, c'est à cause aussi des lois extraterritoriales qui ont permis aussi aux Américains, finalement, d'avoir un œil dans la gouvernance, en fait, et donc de disposer d'informations. Parce que les lois extraterritoriales, je vais vulgariser et je ferai un space spécifique là-dessus, mais grosso modo, quand vous utilisez ne serait-ce qu'un boulon qui appartient, on va dire, à une société américaine, et grâce en fait aux lois extraterritoriales, les Américains peuvent exiger un audit, peuvent exiger en fait d'avoir un aperçu en fait tout simplement de la gestion en fait de l'entreprise. Et de ce ça fait, va un peu plus loin, Fadila. Ça va un peu plus loin. Oui. Et ils peuvent... C'est tout à sachant qu'on a perdu en plus un brevet truc qui faisait les turbines là pour les, je sais plus comme matériel militaire, etc. Donc vous vous doutez bien que ici en France, en gros, on a des incompétents. Mais si je reste sur les des GAFAM, sur ce que le disait la personne précédente, en fait, il y avait bien des entreprises qui pouvaient faire un cloud, c'est-à-dire européen, que ce soit des entreprises françaises ou allemandes. Et vous avez, c'est vendu qui ont préféré, c'est-à-dire donner ça, ce service-là à des entreprises, c'est-à-dire américaines. Ok, JCW, comme c'est la fin, je vais laisser Julien réagir et donner la parole à Mazden. Merci. Julien, tu voulais compléter mon point très rapidement. Nous, sur certains projets défense sensibles, on a pour interdiction d'engager des ingénieurs américains. Alors pourquoi ? Parce que si un ingénieur américain a mis une ligne de code dans le projet, par Patriot Act et par Cloud Act d'ailleurs, enfin ils utilisent celui qui les intéresse, mais en général c'est plutôt du Patriot Act, ils sont en droit d'aller récupérer tout le code pour en faire leur propriété intellectuelle, carrément. Donc on pourrait se dire oui, mais comment ils font et comment ils feraient, etc. En fait c'est déjà fait parce que tout est déjà sur leur cloud. Donc le code est sur GitHub la plupart du temps. Les runners ils tournent sur AWS, GCP ou Azure. Voilà, donc c'est un peu dit là-dessus. Et la loi Sapin, elle était censée un peu nous protéger, mais bon, on fera quelque chose. On fera quelque chose. On n'a rien fait là-dessus. On n'a absolument rien fait là-dessus. Pour moi, pour moi, vu de ma fenêtre, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je te remercie, Mazden. Après, je sais pas si vous l'avez vu, Monsieur Julien, l'émission qu'ils ont fait le LCP là. JCW, c'est numérique face à l'Europe. Oui, tout à fait. J'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Mazden, est-ce qu'il est toujours là ? Oui, super. Oui. La question, moi, que je veux poser, c'est que vous dites qu'il n'y a pas de champion européen ou de champion français, mais qu'en est-il de Doctolib, de Spotify? Est-ce que ce ne sont pas des succès de Hugging Face? On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de champion dans le sens où il n'y avait pas de pépites. On disait que, je pense qu'on a essayé d'expliquer tout à l'heure, je vais laisser Julien, il en parlera certainement mieux que moi, que aujourd'hui, par exemple dans la commande publique, les grands groupes ne se tournent pas vers justement nos pépites. Quand on a eu le scandale, on a eu la crise sanitaire, ce n'est pas vers Doctolib qu'on a, c'est pas à Doctolib on a demandé en fait de traiter par exemple nos données. Oui, tout à fait. Les entreprises citées là, Spotify, c'est Schwab qui est derrière. C'est le World Economic Forum qui a financé un milliardaire suédois pour investir des milliards dans Spotify. Et cerise sur le gâteau, Spotify, le fondateur de Spotify est aujourd'hui l'investisseur principal de Helsing, une boîte de défense allemande qui produit des drones pour frapper les positions russes en Ukraine. Donc
on tire un peu le fil, on voit qu'on n'est pas exactement, enfin que, encore une fois, le diable se cache dans les détails. Hugging Face, où est-ce qu'a été immatriculé la première fois Hugging Face? À Delaware, aux États-Unis. Doctolib, oui, Doctolib, c'est un contre-exemple. Mais c'est pareil, et là, on a quelques champions, mais ils sont vraiment, voilà, c'est très très petit, et n'oublions pas que dans le capital de Doctolib, il y a aussi quand même pas mal de fonds américains. On n'a pas cette culture du risque, on n'a pas. Puis les Américains, c'est un peu facile pour eux parce que ils détiennent la dette mondiale, donc quand ils le décident, ils font tourner la planche à billets. Ils génèrent du cash qui n'existe pas puisque de toute façon personne n'en paye les conséquences. Enfin, eux n'en payent pas les conséquences, et donc ils l'injectent et ils font croître leur entreprise. Si on remonte à la source du problème, on arrive au pétrodollar finalement. On indexe le pétrole, on indexe l'énergie sur le dollar. Moi, je voudrais dire un truc là-dessus. Tiens, j'ai Estelle de Marco qui ajoute Doctolib utilise AWS. Donc, oui, Doctolib run sur AWS. Donc, on m'avait fait une proposition d'embauche chez Doctolib, m'avait proposé d'être le directeur de l'IA, je n'avais pas pris à l'époque, mais Doctolib tourne sur AWS. Ouais. AWS, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est Amazon. C'est Amazon Web Service. Exactement. Il y a un point que je voudrais juste, si tu me permets, Fadila, développer sur la partie énergie. J'ai regardé un peu le questionnaire. Moi, j'aurais rajouté 2 points, en fait. Premier point, on en a un qui est essentiel chez nous, c'est l'énergie. Sur l'énergie, on est des champions. On est vraiment des champions du monde. Les centrales nucléaires, c'est quasiment tous de la conception française. On a vraiment une grosse carte à jouer là-dessus. Et si nos dirigeants se réveillent un petit peu et commencent à mettre des ingénieurs spécialistes du domaine là-dessus, là, on a une très grosse carte à jouer parce qu'on a trouvé des réserves d'hydrogène en France qui sont absolument faramineuses. Et donc, il y a vraiment une carte à jouer sur la techno là-dessus. Parce que finalement, la croissance, c'est de l'énergie sur de la monnaie. Même la crypto, c'est un peu ça. Hein. C'est celui qui produit le plus de hash par seconde, qui va miner le plus vite et qui va sortir le plus de cash électronique. Bah, finalement, c'est un rapport énergie-argent. Hein, c'est d'ailleurs pour cela qu'on a eu cet effet d'annonce, enfin, je dis pas d'effet, cette annonce, on verra après si c'est de l'effet simplement, lors du sommet IA, du fait que nous allions en fait accueillir des serveurs. Ouais, bah oui, parce que ça consomme beaucoup un data center. Hein. Ça se compte en gigawatts des fois, donc ça consomme énormément. L'énergie, c'est ce qui fait tourner, c'est ce qui va permettre d'atteindre un peu, comme on disait tout à l'heure, ces stades de développement. On a la case 1, c'est gérer la data, indexer, tout ça. Et ton deuxième point? Le deuxième point sur la question, c'était, alors oui, le deuxième point, bah, c'est les investissements. On n'a pas d'investissement, on ne dérisque pas. On ne dérisque pas en France. On est toujours avec des dirigeants qui protègent leur place, des politiciens qui assurent leur retraite et qui prennent le moins de décisions possible, le moins de risques possible, donc qui investissent le moins possible dans des startups, puisque c'est comme ça en fait qu'on fait croître la commande publique aux États-Unis. Ça va vite. En France, ça prend 2 ans, 3 ans. On n'a pas cette culture du risque. Et d'ailleurs, la première chose que négocient les dirigeants quand ils rentrent dans des grands groupes, c'est un parachute à la sortie. Donc, quand on est dans cette logique-là, ça se propage jusqu'en bas de l'échelle finalement, hein, jusqu'au salarié qui a un CDI, qui accepte finalement d'être taxé à plus de 60% de ce que sort la boîte pour avoir une sûreté de l'emploi. Et je ne cite qu'un seul exemple pour un de mes clients national dans le transport. Notre problématique en tant que RH, c'est de garantir l'employabilité sur 35 ans de nos salariés. Fin de citation. Merci, ouais, tu as raison. Alors, je rappelle les points que nous avons évoqués. Ce soir, nous étions avec Quentin Adam, CEO de Clever Cloud, et Julien Mardas, que vous venez d'entendre, encore CEO de Buster.ai, CEO de loin, pour le moment, à distance, on va dire. On va dire plutôt advisor et membre du board. Voilà. Et donc, on avait évoqué
une problématique qui était liée en fait au fait que nos boîtes tech n'étaient pas forcément en fait dirigées notamment par des techs, ce qui entraînait derrière aussi des problèmes aussi de financement et de confiance. Donc ça c'était la partie leadership, leader tech. Le deuxième point qui était le manque de collaboration entre les grandes structures et les petites structures. Troisième point, cette idée de culture de soft power, parce que nous sommes persuadés qu'on est nul et donc eh bien ceci entraîne en fait évidemment un cercle virtueux. Et quatrième point, le fait que on respectait pas les points. Alors c'est les points communs du commerce, oui, les règles, c'est ça. On a eu un cinquième point qui était le fait qu'on était obsédé aussi par les États-Unis et qu'on regardait. D'ailleurs, on a eu une discussion tout à l'heure autour de la francophonie, des dom-toms, peu de regard de ce côté-ci. Ce problème aussi de corruption qui a été soulevé et c'est un petit peu en lien avec ce que tu viens de dire à l'instant sur le fait que on a des problèmes d'investissement et les personnes en fait risquent peu parce que tout le monde en fait négocie quelque part son parachute, donc un problème de risque. Un point aussi autour de la valorisation de la tech et puis aussi un point autour de manque aussi de permanence et de continuité politique. J'en profite pour remercier JCW, Boubacar, Christophe Madsen, ni dupe ni soumise, Raymond, Monsieur P, j'espère que j'ai oublié personne, si, Nicolas Brondin également, Bernard pour avoir participé et contribué à l'enrichissement de ce space. Merci beaucoup Julien, à toi pour ta dispo, pour ta franchise. Merci à tous. Merci à toi pour ton travail. Que la semaine prochaine, avec Julien, nous allons accueillir l'ex-officier Guillaume Ancel pour parler de la guerre hybride et nous ferons un focus sur Israël-Palestine et nous allons parler des moyens aujourd'hui. L'autre guerre invisible, c'est-à-dire les outils technologiques comme l'IA, les drones, etc. Et je vous souhaite une très bonne nuit. À très bientôt. Merci à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté Fadi Live, là où s'écrit l'influence. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. Abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Votre avis compte. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.